Des millions de personnes dans le monde entier sortent dans les rues et sur les toits pour observer cet étonnant phénomène cosmique. Une autre planète, juste à côté de la Lune, grosse et rouge. Au début, tout le monde est excité. Mars, qui sort de nulle part, a un effet étrange sur l'humanité. Tout comme la Lune peut affecter l'état psychologique et physique de certaines personnes, la visite inattendue de Mars amène les gens à se comporter de façon assez étrange. Chaque nuit, le ciel est éclairé par la lumière blanche de la Lune et la lueur rouge de Mars. Beaucoup de gens ressentent une sorte d'insomnie instantanée. Certains arrêtent même de boire du café car ils ne se sentent plus fatigués. Mars fait ressortir l'énergie, voire même un peu de sauvagerie chez les gens. Elle les fait rire davantage et rend même quelques pauvres gens fous. Ils commencent à sortir de chez eux plus souvent et à profiter de ce ciel nocturne inhabituel. Quelques jours plus tard, tout le monde peut voir ce qui se passe. Mars grossit. Les scientifiques annoncent que la planète rouge se dirige lentement vers la Terre. La collision est inévitable. Les Terriens n'ont plus que quelques années à vivre. Il y a quelques mois, un énorme astéroïde s'est écrasé sur la planète rouge avec une telle force que Mars a tout simplement quitté son orbite et s'est mise à dériver. La probabilité que Mars se rapproche de la Terre a toujours été assez élevée. Après environ 3 secondes d'annonce, la nouvelle est devenue virale et la panique s'est installée. La situation est de plus en plus grave. Plus Mars se rapproche, plus cela affecte les gens sur le plan physique. Des centaines de vidéos apparaissent montrant des simulations de collision entre Mars et la Terre. Et il n'y a jamais de happy end. Tu veux voir ce qui va se passer? Demande une célèbre blogueuse à ses abonnés. La Terre est presque entièrement recouverte d'eau. Et Mars n'est que poussière, sable et roches. Puis elle place une énorme pastèque au milieu de sa chambre. Du coin opposé, elle lance une boule de bowling vers le fruit et c'est un strike. Mars semble presque de la même taille que la Lune à présent. Elle est sur le point d'entrer dans l'orbite de cette dernière et elle affecte le champ magnétique de la Terre. Inondations, ouragans, tsunamis, orages puissants, c'est de pire en pire. Les animaux deviennent fous, les oiseaux ne migrent plus vers le sud, les aurores, autrefois polaires, apparaissent dans les Caraïbes. L'économie n'encaisse pas si bien la nouvelle. Les gens cessent de se rendre au travail. Pourquoi continuer à travailler? Ils veulent juste s'amuser et être avec leurs proches. Il y a assez de ressources sur la planète pour tenir jusqu'à la catastrophe. Alors, personne n'essaie de régler les problèmes de la Terre. Les vêtements, la nourriture, les voitures, les yachts, tout perd sa valeur et devient gratuit. Chaque jour, d'énormes fêtes de rue apparaissent dans le monde entier. Les gens décident de vivre leurs derniers mois dans la paix et l'harmonie. La catastrophe mondiale unit l'humanité comme jamais auparavant. Pour partir en fanfare, les Terriens s'associent pour organiser un énorme concert de rock. La géante rouge qui détruit notre belle planète bleue. Oui, le rock'n'roll est la bande-son parfaite. Il y a juste assez de temps pour manger, danser, faire la fête et écouter de la bonne musique. D'immenses scènes sont installées partout sur la planète. C'est le dernier concert de chaque musicien. Pendant toute cette préparation, l'espoir apparaît soudainement. Les scientifiques ont calculé tous les événements qui se produiront lorsque Mars s'écrasera sur la Terre. Et ils ont un plan simple. Heureusement, les humains avaient déjà prévu de se rendre sur Mars, si bien qu'ils avaient commencé à construire des vaisseaux spatiaux depuis des années. Les gens n'auront pas le temps de se rendre sur une autre planète avant la collision. Mais ils pourront attendre la catastrophe juste en dehors de l'orbite de la Terre. Tu pourras t'asseoir dans une station spatiale, grignoter du popcorn, te détendre et profiter du spectacle. Lorsque la poussière retombera, il sera peut-être possible de retourner sur Terre, ou ce qu'il en reste. Après avoir pris connaissance de ce plan, les gens commencent à travailler nuit et jour pour terminer les vaisseaux, tout le monde participe. Il reste encore 2 ans avant le grand jour. Les immenses scènes de concert sont transformées en d'autres stations spatiales. Mars donne maintenant plus d'énergie aux gens et grâce à un incroyable travail d'équipe, les gens parviennent à créer des milliers de stations en quelques mois seulement. Voilà ce qui arrive lorsque 7 milliards de personnes travaillent ensemble. Fermiers, kinésithérapeutes, cuisiniers, ingénieurs, athlètes, comptables, tout le monde travaille de concert. Mars est maintenant plus proche de nous que la Lune. La géante rouge bloque le soleil et notre planète est plongée dans l'obscurité. Il ne reste plus que quelques jours. Les gens travaillent comme des fourmis dans une colonie massive, mettant la touche finale à plusieurs centaines de milliers de stations spatiales. Il faut 4 jours entiers pour que tout le monde monte à bord.
sans compter le chargement des données essentielles, animaux, poissons, graines, plantes, légumes, fruits, jeux vidéo. La géante rouge doit entrer dans l'orbite de la Terre dans quelques jours. C'est à ce moment-là qu'elle prendra vraiment de la vitesse. Mars fait seulement un peu plus de la moitié de la taille de la Terre, mais dans le ciel, elle semble infiniment grosse. Les vaisseaux commencent à décoller. Les gens jettent un dernier coup d'œil autour d'eux, mémorisant chaque centimètre carré. Dans quelques heures, tout va changer pour toujours. Les stations s'envolent suffisamment loin pour sortir de l'orbite. Deux mondes qui entrent en collision devraient quand même avoir une bande-son. Les rockstars de chaque vaisseau organisent un festival de musique de l'espace. Au son impressionnant du hard rock, Mars entre dans l'atmosphère de la Terre et brûle une fine couche de sa propre surface. Cela libère une quantité incroyable d'énergie. Elle devient de plus en plus rapide et s'écrase dans l'océan Pacifique. Le souffle d'une énorme explosion balaie la planète entière. Tout est illuminé par les flammes et tout le monde sur les vaisseaux doit mettre des lunettes de soleil pour ne pas être aveuglé. Notre planète bleue est en train de se transformer en une boule incandescente. La poussière de Mars se mélange à l'eau de la Terre. La force de l'impact traverse la croûte terrestre jusqu'au magma liquide et chaud. Des centaines de morceaux de Mars, dont certains ont la taille de pays entiers, flottent en quelque sorte dans l'atmosphère. La collision génère tellement d'énergie que tous les océans bouillonnent et s'évaporent. Des mers et des rivières de métal fondu se répandent maintenant sur toute la Terre. Des jours, des semaines, des mois passent. Une ceinture composée de fragments de Mars se forme autour de la Terre, comme une version ardente des anneaux de Saturne. Il faudra beaucoup de temps avant de pouvoir atterrir en toute sécurité. Mais l'humanité ne peut pas rester en vie sur les vaisseaux pendant tout ce temps. La nourriture, l'eau et l'oxygène seront épuisés au bout de quelques années. Mais les scientifiques ont déjà un plan. Les vaisseaux actionnent un interrupteur et deviennent d'immenses chambres cryogéniques. Les vaisseaux sont équipés de panneaux énergétiques et la Terre brûlante dégage beaucoup d'énergie. Largement assez pour faire fonctionner les vaisseaux pendant que tout le monde à bord fait une sieste de quelques milliers d'années. Dès que la planète se refroidira, les humains se réveilleront. Des centaines de milliers d'années passent. Un jour, des alarmes se déclenchent simultanément sur tous les vaisseaux. Les gens se réveillent lentement. Leurs corps sont épuisés, mais après quelques milliards de tasses de café, tout le monde est prêt à partir. Sur Terre, de nouveaux continents devraient s'être formés et l'atmosphère est très probablement différente. La planète a peut-être perdu son orbite d'origine, elle tourne donc à un angle différent. Les saisons telles que nous les connaissons ont disparu. Toute l'eau sur Terre s'est évaporée dans les premières heures. Mais il y avait d'énormes glaciers sur Mars, qui ont peut-être fondu lors de l'impact. Mars a peut-être partagé son eau avec notre planète. Les nuages de poussière et de saleté devraient être retombés maintenant, et le sol devrait être assez fertile pour faire pousser des choses. Tout ce magma a probablement craché un tas de minéraux et de composés chimiques utiles. Cela va être difficile, mais l'humanité doit d'une manière ou d'une autre s'adapter à la nouvelle Terre. Les gens sont prêts à tout. Tous les terriens courent vers les fenêtres les plus proches pour voir à quoi ressemble leur planète bien-aimée après tous ces siècles. Mais où est-elle? Les gens se tordent le cou, regardent la zone vide où se trouvait la Terre. L'impact de Mars a été si fort qu'il a poussé la Terre hors de son orbite autour du Soleil, et elle a disparu. Super, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Un type barbu attrape une guitare et dit « On n'a plus qu'à jouer ». Wouch! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque 2 fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003, une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'ils s'apprêtaient à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2. Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies. De la vie sur la planète rouge.
L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu. L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre. Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé, mais ils n'ont pas décelé d'erreur technique. D'autres ont émis une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourrait être les restes du module perdu. Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars ? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage, comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, 2 yeux, une bouche et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux ? On peut facilement comprendre pourquoi il porte ce surnom. Ou encore des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues. Il s'agit d'une mer de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yeeha! La planète rouge est généralement connue pour ses dunes de sable brun. Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausse couleur. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre deux éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre Grand Canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyon de 4000 km de long, appelé Valles Marineris. Et il est 10 fois plus long que le Grand Canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de tectonique de plaques active, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, Dôme de Tharsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus Mons, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers. Et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyons. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation s'est dispersé. Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace, qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque. C'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil. Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près.
C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martienne encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète. Planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre. Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout, ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roches ou même de microbes pourrait être piégé à l'intérieur? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années, sur Mars bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aura-t-il même une forme de vie à la surface de la planète. Un fort impact de météorites responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge pourrait être à l'origine de cette méga inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stries sombres qui semblent s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. Le Soleil est une étoile de taille moyenne, et pourtant elle pourrait contenir 1 300 000 terres. L'étoile est aussi 333 000 fois plus lourde que notre planète. La NASA a traduit les ondes radio créées par l'atmosphère des planètes en sons audibles. C'est ainsi que les astronomes ont découvert que le son produit par Neptune ressemble aux vagues de l'océan, que Jupiter a l'air d'être sous l'eau, et que la voix de Saturne ressemble à la musique de films d'horreur. La Terre, elle, sonne un peu comme du jazz bebop. Bon, d'accord, ça je l'ai inventé. La surface du Soleil est brûlante, mais un éclair est 5 fois plus chaud. La Terre est frappée par 100 éclairs chaque seconde, ce qui représente 8 millions de coups de foudre par jour et environ 3 milliards par an. Incroyable! Si tu parviens un jour à aller sur la Lune et à voir des traces de pas récentes, cela ne veut pas dire qu'il y a quelqu'un d'autre avec toi. Les empreintes de pas ou d'autres marques du même type peuvent subsister 1 million d'années là-bas, car la Lune ne possède pas d'atmosphère. Il n'y a pas de vent, même pas une petite brise qui pourrait, même lentement, effacer ces empreintes. Les astronomes ont trouvé le plus grand trou que nous ayons jamais vu dans l'univers. On l'appelle le vide géant et il s'étend sur une surface d'1 milliard d'années-lumière. C'est par accident qu'il a été découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche s'ennuyait un peu et a voulu vérifier comment les choses se déroulaient dans la direction du point froid. Il s'agit d'une anomalie dans la carte du fond diffus cosmologique, ou FDC en abrégé. Il s'agit d'une faible lueur qui atteint notre planète depuis différentes directions et remplit l'univers. Elle traverse l'espace depuis près de 14 milliards d'années et constitue ce qui reste de la production lumineuse qui a suivi le Big Bang. Alors, tu tombes en plein cœur d'un trou noir et tu te prépares donc à une triste fin. Pas de panique. Tomber dans un trou noir ne te détruira pas nécessairement, toi ou ton vaisseau spatial. Il faudrait choisir un trou noir de grande taille pour survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, ce qu'on appelle l'horizon des événements est très étroit. La gravité, quant à elle, s'intensifie un peu plus à chaque centimètre. Donc, si tu étends ton bras en avant, il y aura une grande différence de gravité qui s'applique entre tes doigts et ton coude. Cela aura pour effet d'allonger ta main, provoquant une sensation plutôt désagréable. Très désagréable pour être honnête. Les choses ne seraient pas tout à fait les mêmes si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ces objets peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est vaste et la gravité ne change pas aussi rapidement. Ainsi, la force que tu ressentirais sur tes talons et au sommet de ta tête serait à peu près la même, et tu pourrais aller jusqu'au cœur du trou noir. Enfin, cela reste à prouver. Si tu regardes un film très touchant dans l'espace et que tu te mets à pleurer, tes larmes ne couleront pas. Elles s'accumuleront autour des globes oculaires. Tes yeux deviendront trop secs et tu auras l'impression qu'ils brûlent. Tout liquide exposé sur ton corps s'évaporera, y compris à la surface de ta langue. En parlant de brûler, c'est une chose que le feu ne peut pas faire dans l'espace. En effet, le feu peut se propager quand il y a un flux d'oxygène. Et comme il n'y en a pas dans l'espace,
Une fois qu'elles ont explosé, les étoiles ne sont pas censées revenir à la vie. Mais certaines étoiles ont survécu en quelque sorte à une grande explosion de supernova. Ces étoiles zombies sont plutôt rares. Les scientifiques en ont trouvé une très grosse appelée LP40-365. C'est une naine blanche partiellement brûlée. Une naine blanche est une étoile qui a brûlé tout son hydrogène, et cet hydrogène était auparavant son combustible nucléaire. Dans ce cas, l'explosion finale était peut-être plus faible qu'elle ne l'est habituellement, pas assez puissante pour détruire l'étoile en entier. C'est comme si une étoile avait voulu exploser mais n'y était pas parvenue, ce qui explique qu'une partie de la matière ait survécu. Si tu vas un jour dans l'espace, n'enlève pas ta combinaison, sauf si tu es dans un vaisseau spatial. Dans l'espace, l'air dans tes poumons se dilaterait, ainsi que l'oxygène dans le reste de ton corps. Tu serais comme un ballon, 2 fois plus grand que ta taille normale. Bonne nouvelle, la peau est suffisamment élastique pour te contenir, ce qui signifie que tu n'exploserais pas. Petit réconfort. Lorsqu'un objet entre dans un trou noir, il change de forme et s'étire comme des spaghettis. Cela se produit parce que la force gravitationnelle attire un objet dans une direction, tout en le comprimant dans une autre. Une sorte de paradoxe des pattes. Par ailleurs, un trou noir aussi gros qu'un atome a la masse d'une très grosse montagne. Il y en a un au centre de la Voie lactée appelé Sagittarius A. Il a une masse équivalente à 1 milliard de soleils, mais heureusement, il est très loin de nous. Si tu faisais un gros boom sur un astéroïde, tu ne serais pas capable d'entendre son bruit. Oui, nous entendons souvent le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace dans les films, mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage en raison des vibrations des molécules. Une personne frappe des mains à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour diffuser le son, nous avons donc besoin de molécules comme l'air ou l'eau. Dans l'atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide. Donc, il n'y a rien à y entendre. Tu peux taper bruyamment dans tes mains, mais il n'y aura pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Donc, pour avoir une conversation, il faut soit une radio, soit une très bonne lecture des lèvres. Les météoroïdes sont en orbite autour du Soleil, tandis que la majorité des débris d'origine humaine sont en orbite autour de notre planète. Par exemple, nous avons lancé près de 9000 engins spatiaux dans le monde, des satellites aux fusées. Même les plus petits morceaux peuvent endommager un engin spatial à des vitesses aussi élevées. Galaxies, planètes, comètes, astéroïdes, étoiles, les corps spatiaux sont des choses que nous pouvons réellement voir dans l'espace. Mais ils représentent moins de 5% de l'univers total. La matière noire, l'un des plus grands mystères de l'espace, est le nom que nous utilisons pour désigner toute la masse de l'univers qui nous est encore invisible. Et il y en a beaucoup. Elle pourrait même constituer 25% de l'univers. L'énergie sombre constitue les 70% restants de l'univers. Ça fait bien 100%, non ? Maintenant, regardons la Lune. Elle nous regarde toujours d'un seul côté. Cela signifie que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil ne l'atteignent jamais. C'est un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. C'est juste que sa rotation est parfaitement alignée avec celle de la Terre. Ainsi, lorsque tu regardes la Lune, tu ne vois qu'un côté. Bien qu'il y ait aussi des jours où le Soleil y brille, donc ce n'est pas la face cachée, c'est la face éloignée. Et nous avons même des photos de cet endroit. Et il y a l'un des plus grands cratères de tout le système solaire, le bassin du pôle Sud-Aitken. Il est aussi large que 2 États du Texas. Yeehaw! Un mythe qui s'est aussi révélé faux insinuait que personne ne serait jamais allé sur la Lune. Ceci est la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure. Certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci. En fait, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes n'en ont pas eu besoin quand ils ont quitté la Lune, et les ont jetées quand la marche lunaire a été terminée. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même jeté les accoudoirs des sièges du module lunaire pour réduire son poids. En comptant toutes les missions lunaires Apollo, le poids total des déchets sur la Lune s'élève à environ 187 tonnes, y compris plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, 6 modules lunaires et toutes les expériences laissées derrière.
C'est comme 3 Boeing 737. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. On va t'envoyer dans l'espace pour celui-ci. Tu regardes par la fenêtre et il est blanc. Le Soleil nous semble jaune seulement à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment juste la lumière de l'étoile. Mais les étoiles ont tout de même des couleurs différentes. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vives. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Tu es assis dans un café sur Mars, la tête baissée, en essayant de ne pas attirer l'attention sur toi. Il y a du monde et beaucoup de gens chantent, dansent et parlent à voix haute de la vie sur Mars. Ta boisson arrive et tu la sirotes. Pour l'instant, personne ne te reconnaît. Tu portes une cape avec un grand sweat à capuche pour couvrir ton visage et te dissimuler aux yeux du monde. Mais quelqu'un te heurte accidentellement et voit ton visage. La musique s'arrête et maintenant, tout le monde te regarde. Tu n'as nulle part où te cacher ou fuir. Tu ignores les regards insistants et tu continues à siroter ta boisson. Un vieil homme barbu est assis en face de toi, étonné d'être en ta présence. « Alors c'est vrai! Personne ne croyait que tu y arriverais !» dit-il. Tu ne réponds pas et continues à boire ton verre. Tous les autres se rassemblent autour de toi. Un autre homme prend la parole. « Eh bien, tu ne vas pas nous raconter comment tu as échappé aux griffes du Kraken de l'espace ?» Tout le monde est sous le choc. Personne n'a jamais réussi à raconter l'histoire du Kraken. Sauf toi. Ton plan était de trouver un passeur pour t'emmener dans un vaisseau spatial loin de cette planète. Mais c'est trop tard, maintenant que tout le monde sait que tu es là. Et le messager s'est enfui, sachant que toute l'attention était portée sur toi. Tu remets ensuite ta capuche et tu expliques ce qui s'est passé. 2 jours plus tôt. Tu es dans ton équipement complet, prêt à faire le voyage dans l'espace le plus éloigné. Tu as un vaisseau en solo qui est conçu pour manœuvrer à travers tous les obstacles du cosmos. Tu prépares le reste de l'équipement et tu fais le plein. Tout le monde te regarde, sachant que tu pourrais ne jamais revenir. Mais le Kraken flotte dans l'espace depuis trop longtemps et perturbe les transports de marchandises. Un petit vaisseau comme le tien peut échapper à son odorat et à sa vue. Mais les plus gros vaisseaux seront détruits. Tu t'es donné pour mission de trouver ce Kraken et de l'étudier. Si tu apprends ses habitudes, tu pourras trouver comment t'en débarrasser. Tout le monde fait ses adieux et tu décolles. Tu sais que le chemin sera très long pour y arriver. Peut-être 3 jours dans le vide de l'espace. Tu as vu quelques images rapides du Kraken, mais personne ne sait exactement où il dort. Ou même s'il dort vraiment. Tu mets de la musique et règles ton vaisseau sur le régulateur de vitesse. Tu prends des notes et tu règles la caméra pour te documenter pendant que tu prépares tout ce dont tu auras besoin. Tu as aussi quelques caméras à l'extérieur qui enregistrent tout ce qui bouge. Même les capteurs thermiques pour attraper les créatures vivantes qui flottent dans l'espace. Après quelques heures, tu quittes les quartiers sécurisés de Mars et tu entres en territoire hostile. Il n'y a pas d'endroit où se cacher ni personne pour t'aider. Quelques petits navires comme le tien passent de temps en temps. Ils te regardent aller plus loin vers le Kraken. Tu remarques de nombreux panneaux flottants alimentés par des machines qui te mettent en garde contre le Kraken. Les caméras commencent à enregistrer et tu commences ton journal vidéo qui est transmis à ton réseau chez toi. Pour l'instant, rien. C'est calme et sombre. Les heures passent et tu flottes au milieu de nulle part. Tu as presque envie de faire demi-tour. Mais tu remarques quelque chose dans les capteurs. Tu vois un grand objet vivant à proximité. Tu éteins les lumières et tu ralentis ton vaisseau. Tu reprends l'enregistrement et tu commences à te parler à toi-même, à tout expliquer. L'objet se rapproche de plus en plus. Tu te décales pour l'éviter et tu t'accroches à un rocher qui flotte. Mais tu ne vois toujours rien. Tout à coup, tu vois des créatures lumineuses qui ressemblent à des méduses et qui se rassemblent en un groupe. Sur tes capteurs thermiques, elles semblent être de gros objets. Mais en fait, ce ne sont que de petites créatures. D'après tes études, ces créatures font partie de la nourriture principale du Kraken. Donc, elles sont probablement en train de le fuir. Après quelques minutes, les créatures s'éloignent en flottant et tu décolles et rallumes les lumières. Quelques heures de plus passent et tu ne vois toujours pas de Kraken. Soudain, un souffle secoue ton vaisseau et tu es légèrement dévié de ta trajectoire. Tu remarques qu'un gros objet a pénétré dans tes capteurs thermiques et en est sorti. Tu continues à avancer et vérifies les paramètres de lecture pour voir si tes caméras ont réussi à capter quelque chose. Tu essayes de regarder attentivement, mais il semble qu'une rafale de vent soit passée devant toi, ce qui est bizarre.
car il n'y a pas de vent dans l'espace. Tu contrôles les capteurs thermiques et tu remarques qu'un grand objet ayant la forme du Kraken est passé devant toi. Il est toujours là et il a probablement repéré ton odeur. Tes systèmes ont récupéré des particules d'ADN et les étudient. Au bout d'un moment, elles montrent que la peau du Kraken peut changer de couleur en fonction de son environnement. Sa peau est épaisse et composée d'une matière cosmique fluorescente qui est inédite par rapport à toutes les autres créatures que tu as rencontrées. Le système continue à l'étudier. Au bout d'un moment, le Kraken sort de ton radar et disparaît. Tu fais demi-tour pour essayer de le retrouver. Les gens sur Mars peuvent voir les données et ont déjà des informations sur sa taille et la qualité de sa peau. Ils ont même vu des images que tu as réussi à capturer. Tout en continuant à avancer vers lui, tu allumes tes projecteurs pour essayer de voir quelque chose. Tes caméras tournent toujours. Soudain, le Kraken change de couleur de peau et apparaît juste devant toi. Ses grands tentacules clignotent et fouettent les débris spatiaux qui se trouvent à proximité. Son immense œil, aussi grand qu'un bus, te regarde. Il ouvre sa bouche et tu vois des rangées de dents pointues qui tournent autour de toi comme un broyeur. Il a un grand bec qui peut briser ton vaisseau facilement. Il se met à clignoter rapidement en signe d'avertissement. Il expulse du liquide pour se déplacer dans un environnement spatial sans gravité. Il se déplace et se lance vers toi. Ton vaisseau a un champ de force automatique pour te protéger, mais il ne peut pas supporter la puissante morsure du Kraken. Après seulement quelques secondes, le bouclier se brise et ton vaisseau tombe en piqué sur une autre planète. Tu t'es écrasé sur une terre marécageuse. Ton vaisseau a survécu, mais il ne peut pas décoller. L'analyse du Kraken est prête. Elle montre qu'il n'a pas besoin d'oxygène pour respirer et que son ADN évolue. Maintenant qu'il a goûté à ton champ de force, il peut s'adapter pour créer un biochamp de force similaire. Mais tu t'es écrasé sur une planète qui t'est étrangère. Tu mets ta combinaison de sécurité et tu observes l'environnement. L'atmosphère est remplie d'azote et de soufre. Tu sors et tu te promènes. La gravité y est similaire à celle de la Terre. En t'aventurant dans le marécage, tu commences à voir des petites particules de peau semblables à celles que ton vaisseau a attrapées. Le liquide en dessous de toi est une substance étrangère qui semble détériorer ta combinaison. Alors, tu choisis de faire du surplace. Les arbres sont étranges et paraissent vivre de l'atmosphère. Mais il n'y a aucun signe de vie nulle part. Soudain, tu vois un énorme cratère qui mène au centre de la planète. Tu entres dedans et tu vois des vaisseaux identiques aux tiens. On dirait que le Kraken les a fait dévier de leur route et qu'ils se soient écrasés sur cette planète. Beaucoup d'entre eux semblent être intacts, tandis que d'autres sont complètement détruits. Tes senseurs captent un autre signal. Ils détectent une autre créature qui vit au centre. Tu essayes de t'approcher. Tu fais de ton mieux pour être aussi discret que possible. Mais tu sens le sol trembler sous toi. Tu te baisses pour essayer d'éviter les rochers qui tombent au-dessus de ta tête. Un grand tentacule surgit de nulle part, puis un autre et encore un autre. Il se balance et rampe à l'air libre. Vois-tu, dans les années 1970, les scientifiques ont découvert une mystérieuse anomalie gravitationnelle appelée le Grand Attracteur. Attends, mais c'était mon surnom au lycée. Bref, il s'agit d'un endroit dans le cosmos qui attire des centaines de galaxies, dont notre propre Voie lactée. Tu ne pourras pas le voir car il se trouve de l'autre côté de notre galaxie, à environ 150 millions d'années-lumière. Le Grand Attracteur se trouve en fait dans la direction que les scientifiques appellent habituellement la zone d'évitement. Ah tiens, j'en ai une aussi, c'est mon tiroir à chaussettes. Il y a tellement de poussière et de gaz dans cette région que nous ne pouvons pas distinguer ce qu'il s'y passe. Cette zone bloque la plupart de la lumière visible provenant de l'au-delà. Mais toute cette poussière et ce gaz ne bloquent pas les rayons X, ni la lumière infrarouge. Donc, avec le développement de l'astronomie en rayons X, les chercheurs pourraient enfin commencer à observer tous les objets de cette zone, y compris cette mystérieuse force qui attire tout. Mais jusqu'à présent, personne n'a encore compris pourquoi cela se produisait. Notre Lune pourrait être 200 millions d'années plus jeune que ce que nous pensions auparavant. De nombreux scientifiques pensent que la Lune s'est formée lors d'une puissante collision entre notre planète et un corps inconnu de la taille de Mars. La poussière et les débris en fusion se sont rassemblés et ont formé un nouvel objet que nous connaissons sous le nom de Lune. La croûte lunaire a probablement traversé un processus de solidification pendant plus de 200 millions d'années. Savais-tu qu'il existait à l'origine un océan de magma sur la Lune ? Les scientifiques ont constaté cette réalité après y avoir découvert de grandes quantités de minéraux légers appelés plagioclases. Ce matériau se cristallise généralement et flotte à la surface du magma.
En tout état de cause, ces minéraux avaient 4,36 milliards d'années, ce qui signifie qu'ils se sont formés 200 millions d'années après l'apparition des premiers matériaux solides de notre système solaire. Ainsi, la théorie selon laquelle la Lune s'est formée pendant ce chaos cataclysmique pourrait être vraie. Si tu atterris sur la Lune un jour et que tu laisses ton empreinte à sa surface, elle peut y rester pendant 1 million d'années. Tu verrais aussi les empreintes d'autres astronautes, même si personne n'a atterri sur sa surface lunaire depuis des décennies. La Lune n'a pas d'atmosphère qui lui soit propre. Il n'y a pas de vent ou d'autre chose qui puisse balayer la poussière et effacer les empreintes de pas. Nous le percevons comme un petit point quelque part au loin. Mais en réalité, le Soleil est si grand que si c'était une sphère creuse, tu pourrais la remplir avec plus d'1 million de terres. Le Soleil représente 99,86% de la masse de l'ensemble de notre système solaire. Un autre objet énorme de notre système solaire est Jupiter. Elle est 11 fois plus grande que notre planète. À titre de comparaison, la Terre n'a même pas la taille de la grande tache rouge. Cette énorme tempête fait rage sur Jupiter depuis plus d'1 siècle. Et non, elle n'est ancrée à rien de solide, puisque Jupiter est une géante gazeuse. Elle est semblable à un ouragan colossal de forme ovale, de couleur rougeâtre et assez vaste pour engloutir notre planète entière. Il fut un temps où elle était 3 fois plus grande que notre planète. Mais au cours des siècles, elle a rétréci tout en s'étirant. Quant à Jupiter elle-même, cette géante gazeuse est une sorte d'aspirateur qui garde notre système solaire en sécurité. Jupiter possède une gravité incroyablement forte qui dévore les comètes ou les astéroïdes qui pourraient potentiellement nuire à notre planète natale. Dans certains autres systèmes planétaires, les géantes gazeuses semblables à Jupiter migrent de la position où elles se sont formées. Elles spiralent vers l'intérieur et se rapprochent de leur étoile mère. Et pendant leur voyage, elles avalent de petites planètes telluriques. Ou bien leur immense force gravitationnelle projette ces planètes hors de leur système solaire. Heureusement pour nous, la force gravitationnelle de Jupiter ne fonctionne pas de cette façon. Si les planètes semblables à Jupiter restent éloignées de leurs étoiles, elles assurent la sécurité de leur système planétaire en protégeant les petites planètes qui se trouvent dans leur orbite intérieure. Jupiter, par exemple, peut influer sur les orbites des petits corps spatiaux qui s'approchent trop près des planètes intérieures. C'est pourquoi cette géante gazeuse est une excellente gardienne de notre système solaire. Il existe un trou noir supermassif qui parcourt l'espace à une vitesse de 4 800 000 km/h et laisse une traînée de débris derrière lui. J'avais un petit frère qui faisait pareil. Il est environ 1 million de fois plus lourd que notre Soleil, et en ce moment, il se trouve à 2 milliards d'années-lumière de la Terre. Ce trou noir a commencé comme tous les autres dans sa propre galaxie elliptique avec de nombreuses étoiles qui l'entouraient. Les trous noirs supermassifs se forment souvent et restent dans le centre des galaxies, mais celui-ci s'est échappé. Une théorie affirme que ce trou noir est différent, car la galaxie où il s'est formé a peut-être rencontré une autre galaxie à un moment donné. Parfois, les galaxies fusionnent pour former une nouvelle galaxie à part entière si cela se produit. Mais pas cette fois-ci. Au lieu de fusionner, la galaxie de ce trou noir a traversé une galaxie bien plus grande il y a des millions d'années. Cette galaxie gigantesque avait déjà avalé d'autres galaxies en cours de route. Et comme elle était si grande, la galaxie qui entourait notre trou noir supermassif a fini par être déchirée. Le trou noir en son centre est parvenu à s'enfuir, avec certaines des étoiles proches. Ce qui a laissé cette traînée brûlante s'étendant par-delà l'espace environnant. Les super tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles peuvent provoquer des coupures de courant dans le monde entier. Des éruptions aléatoires en provenance du Soleil provoquent ces tempêtes solaires, et elles peuvent vraiment se produire à tout moment. En 2012, nous avons eu de la chance, car la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années est passée très près de nous. Elle s'est simplement contentée de croiser l'orbite de la Terre. Si elle s'était produite seulement une semaine plus tôt, notre planète aurait dû faire face à des conséquences terribles, notamment des coupures de courant sur l'ensemble du globe. Les sursauts de rayons gamma sont suffisamment puissants pour détruire des planètes. Nous parlons de sursauts extrêmement forts, qui se produisent principalement dans des galaxies très très lointaines. Si ces rayons sont dirigés directement vers un objet spatial, ils peuvent l'anéantir complètement, même si nous parlons là d'une planète entière. La Terre est en sécurité pour l'instant, et nous n'avons pas grand-chose à craindre. Un sursaut gamma se produit dans notre galaxie environ une fois tous les 5 millions d'années. Heureusement, il se produit trop loin et n'affecte pas la vie sur Terre. Tout cela, en somme, ne nous regarde pas, mais c'est tout de même effrayant. De la glace brûlante, ça existe. Il peut être difficile de se l'imaginer ici sur Terre, mais une étrange planète appelée Gliese 436b consiste littéralement en une boule de glace brûlante. Elle a beau être couverte de glace, elle présente en même temps une température de 440 degrés Celsius.
Tu ne peux pas vraiment la voir brûler car il y a trop d'eau sur cette planète. C'est en raison de sa forte attraction gravitationnelle qui attire les molécules d'eau vers le cœur de la planète et les entasse de façon incroyablement dense. De cette façon, les molécules d'eau ne peuvent pas s'évaporer, et c'est pourquoi la glace à la surface de la planète ne fond jamais. Il existe des étoiles qui peuvent croquer d'autres étoiles. Ces objets spatiaux sont pour la plupart des étoiles plus petites, dotées d'une masse plus faible. Elles ciblent les étoiles plus proches et commencent à absorber leur combustible hydrogène de façon à augmenter leur propre masse et généralement vivre plus longtemps. Une étoile vampire se teinte d'un bleu éclatant. Elle devient aussi plus chaude. Ainsi, elle donne l'impression d'être beaucoup plus jeune qu'elle ne l'est en réalité. Si une étoile, ou tout autre objet d'ailleurs, tombe dans un trou noir, elle se trouve étirée comme un plat de spaghettis. Ce processus est même appelé spaghettification. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. Comme chacun sait, les explosions d'étoiles, les astéroïdes qui s'écrasent et les planètes en feu ne font pas de bruit dans l'espace. Vraiment ? Et si on pouvait bel et bien entendre certains bruits là-haut ? Ok, retour à l'école. Le son est une onde mécanique provenant d'une vibration. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement ? L'exemple le plus parlant est celui des cordes de guitare. Si tu grattes l'une d'entre elles, elle se met à vibrer. Les atomes à l'intérieur de la corde en métal commencent à s'agiter et à heurter les atomes de l'air qui les entourent. Les atomes se poussent les uns les autres jusqu'à ce que certains atteignent nos oreilles. C'est comme la vaguelette créée par un caillou jeté dans un étang. Et cela se produit très rapidement, à une vitesse d'environ 340 mètres par seconde. Ensuite, nos tympans commencent à vibrer à la même fréquence. Et les petits os à l'intérieur de nos oreilles transmettent cette vibration au cerveau. Le cerveau opère alors sa magie, reconnaît le motif et le transforme en son. Super! Maintenant, nous savons que nous avons besoin de certaines particules pour créer du son. Et nous pouvons trouver ces particules dans les gaz, les liquides et les substances solides. Mais qu'en est-il de l'espace ? C'est un vide presque parfait. Et tu as probablement déjà entendu dire qu'il n'y a pas de son dans l'espace puisque c'est un vide. Mais qu'est-ce que ça signifie réellement ? Un vide parfait est une zone totalement dépourvue de matière. Cela signifie qu'il n'y a rien à cet endroit. Oui, malgré tous ces corps célestes dans l'espace, il n'y a pas d'air entre eux, aucun atome ni particule. Rien du tout. En fait, presque rien. Pour être tout à fait exact, le vide parfait n'existe pas vraiment. On ne peut pas se débarrasser définitivement des atomes. Mais l'espace est très proche de cette notion. En moyenne, il y a 1 à 5 atomes par centimètre cube. Cela peut sembler être beaucoup, mais il faut garder à l'esprit que ces atomes sont microscopiques et la distance de vide qui les sépare est énorme. À titre de comparaison, 1 cm3 d'air contient environ 1000 atomes. Alors, bien sûr, avec une densité aussi faible, ces atomes ne peuvent pas se pousser les uns les autres, même si la vibration est très forte, comme dans le cas d'une supernova par exemple. Ils ne pourront toujours pas le faire. Mais alors, les films nous mentent. Toutes ces scènes spatiales épiques se déroulent en fait dans un silence presque gênant. Pas si vite. Et si on te disait qu'il y a, en réalité, certaines façons d'entendre le son dans l'espace ? Tout d'abord, il y a toujours du bruit sur d'autres planètes. S'il y a une atmosphère sur un corps spatial, ou au moins quelque chose comme du gaz, de l'eau ou une surface solide, il y aura du bruit. Dans notre cas, l'atmosphère devient complètement silencieuse à environ 100 km au-dessus de la surface de la Terre. C'est là que le ciel cesse d'être bleu et qu'un voile noir étoilé débute. Dans tous les cas, il faudrait atterrir sur une autre planète ou au moins s'approcher de son atmosphère pour entendre quelque chose. Mais quoi que ce soit, le son serait très différent. Prenons l'exemple de notre planète sœur, Vénus. L'atmosphère y est très dense. Les scientifiques la qualifient même pour plaisanter d'épaisse soupe chimique. Si tu parvenais à rester en vie et à parler là-bas, ta voix serait très différente. Elle serait beaucoup plus forte et plus profonde. Donc, si tu as toujours voulu chanter comme Pavarotti, maintenant tu sais quoi faire. Et que se passerait-il si la Terre avait une atmosphère plus dense ? Qu'entendrions-nous ? Eh bien, tu peux vaguement l'imaginer si tu as déjà été dans l'eau. L'eau est très dense, le son s'y déplace beaucoup plus vite et mieux que dans l'air, à une vitesse de presque 2 km par seconde. Si tu t'assieds dans une pièce vide sans source sonore, tu n'entendras pas grand-chose, n'est-ce pas ?
Maintenant, plonge ta tête dans l'eau et observe comment le même silence résonne ici. Ce n'est pas silencieux du tout. Même si tu ignores les sons omniprésents de l'eau elle-même, tu remarqueras immédiatement à quel point tu peux entendre ton propre corps. Comment ton sang pulse dans tes veines, comment ton cœur bat, le moindre mouvement de tes doigts. Assez effrayant, n'est-ce pas ? Cela nous donne une idée de ce qui nous arriverait sur une planète dont l'atmosphère est plus dense. Et c'est tout simplement fou. Nous entendrions tout. Des animaux qui courent au mouvement des plaques tectoniques. Il est donc évident qu'il y a du son sur d'autres planètes. Mais qu'en est-il de l'espace ? Il y en a aussi, par exemple, dans un nuage de poussière. Tu peux trouver de la poussière spatiale presque partout dans l'espace. Il peut s'agir des restes d'une étoile ou d'autre chose. Et dans ces endroits, tout est un peu plus dense que la normale. Cela signifie qu'il y a probablement des nuages de poussière où les particules sont très proches les unes des autres, ce qui signifie qu'elles peuvent produire des sons. Bien sûr, ceux-ci seront très faibles et transmis sur une très courte distance. Mais c'est quand même mieux que rien, non ? Il se trouve qu'on a déjà enregistré un son spatial. Il provient de l'amas galactique de Persée, qui se trouve à 250 millions d'années-lumière de nous. La NASA l'a enregistré en 2003. Il ressemble à une note en si bémol. Mais sa fréquence est si basse que l'oreille humaine, malheureusement, ne peut pas le percevoir. Mais à part ça, on ne peut entendre quelque chose qu'à l'intérieur des vaisseaux spatiaux. Après tout, ce sont de petites poches d'air. Dans une combinaison spatiale, tu entendrais aussi très bien les sons, y compris ta respiration ou la circulation de ton sang. Mais deux astronautes flottant côte à côte ne s'entendraient pas, même s'ils se rapprochaient et criaient très fort. C'est d'ailleurs assez cocasse. Si tu te cognais la tête contre quelque chose, le bruit serait très fort pour toi, mais ton collègue astronaute n'entendrait rien. C'est pourquoi les astronautes utilisent des appareils radio. Maintenant, de façon purement théorique, si tu pouvais d'une façon ou d'une autre sortir de ta combinaison spatiale et survivre, tu serais capable d'entendre les bavardages et les bruits qui se passent à l'intérieur du vaisseau spatial. Mais comment ? Simplement parce qu'il y a de l'air à l'intérieur du vaisseau qui transmet le son. Ce dernier atteint l'enveloppe métallique et la traverse. Si tu t'appuyais contre le vaisseau, en le touchant de préférence avec ton coude ou ton genou, le son serait transmis au cerveau directement par tes os, en ignorant les oreilles. Oui, nos os conduisent le son. C'est ainsi, par exemple, que les personnes sourdes écoutent de la musique. C'est ce qu'on appelle la conduction osseuse, que l'on utilise dans certains casques et autres technologies. Tu peux faire une petite expérience. Bouge tes oreilles avec tes doigts. Ferme-les bien pour ne quasiment plus rien entendre. Puis, essaye de toucher une source sonore. Il peut s'agir de n'importe quoi qui vibre. Par exemple, un haut-parleur qui joue de la musique. Avec une partie de ton corps où l'os est proche de la peau. Maintenant, observe, ou plutôt écoute, le miracle se produire. Tu peux entendre le son, non pas par tes oreilles, mais directement dans ton cerveau. En revanche, ne répète pas cette expérience dans l'espace. Maintenant, tu as probablement entendu parler de choses comme les sons de l'espace, où tu peux écouter, par exemple, les sons émis par le Soleil ou différentes planètes. Comment fait-on pour les enregistrer ? C'est assez facile. On utilise une autre façon d'entendre le son dans l'espace, les ondes électromagnétiques. En d'autres termes, une radio. La radio repose sur la même forme de rayonnement électromagnétique que la lumière. Ces ondes peuvent voyager dans le vide sans aucun problème. Les émetteurs des astronautes fonctionnent de cette façon. Vénus était très probablement couverte d'océans d'une profondeur de 10 à 300 mètres. De plus, une certaine quantité d'eau était prisonnière du sol de la planète. Celle-ci avait des températures stables de 20 à 50 degrés Celsius, qui étaient donc assez tolérables et pas si différentes des températures actuelles sur Terre. Bref, pendant 3 milliards d'années, jusqu'à ce que quelque chose d'irrévocable se produise il y a 700 millions d'années, Vénus aurait pu être habitable. Mais aujourd'hui, elle ne l'est plus. La Lune est le deuxième objet le plus lumineux de notre ciel. Pourtant, parmi les autres corps astronomiques, c'est l'un des plus sombres et des moins réfléchissants. Mais notre satellite naturel semble brillant parce qu'il est très proche de nous. De la même façon, notre planète semble beaucoup plus lumineuse lorsque tu la regardes depuis l'espace. C'est parce que les nuages, la glace et la neige réfléchissent beaucoup plus de lumière que la plupart des roches. Triton, la lune de Neptune, a toute sa surface recouverte de plusieurs couches de glace.
Si ce satellite remplaçait notre Lune actuelle, le ciel nocturne deviendrait 7 fois plus lumineux. Les étoiles à neutrons font partie des objets les plus petits et les plus massifs de l'espace. Elles ont généralement un diamètre d'environ 18 km, mais sont plusieurs fois plus lourdes que le Soleil. Et elles tournent sur elles-mêmes environ 600 fois par seconde, bien plus vite qu'un patineur artistique professionnel. Saturne est la planète la moins dense du système solaire. Elle a une densité équivalente à 1/8 de celle de la Terre. Et pourtant, à cause de son immense volume, la planète est 95 fois plus massive que la Terre. Le phénomène lunaire transitoire est l'une des choses les plus énigmatiques qui se produisent sur la Lune. Il s'agit d'un changement éphémère de lumière, de couleur ou autre à la surface du satellite. Le plus souvent, il s'agit de flashs lumineux aléatoires. Les astronomes observent ce phénomène depuis les années 1950. Ils ont remarqué que les flashs se produisaient de façon imprévisible. Parfois, ils peuvent se produire plusieurs fois par semaine. Ensuite, ils disparaissent pendant plusieurs mois. Certains d'entre eux ne durent pas plus de quelques minutes, mais certains ont duré plusieurs heures. En 1969, un jour avant qu'Apollo 11 ne se pose sur la Lune, l'un des membres de la mission a remarqué qu'une partie de la surface lunaire était plus éclairée que le paysage environnant. On aurait dit que cette zone avait une sorte de fluorescence. Malheureusement, on ne sait toujours pas si ce phénomène était lié au mystérieux flash lunaire. Les déchets ne sont pas seulement un problème dans les océans, les villes et les forêts de la Terre. Il existe ce que l'on appelle les déchets spatiaux, c'est-à-dire tout objet fabriqué par l'homme qui a été laissé dans l'espace et qui ne sert plus à rien. Il y a aussi des débris naturels provenant de météorites et d'autres objets cosmiques. Il y a actuellement plus de 500 000 débris spatiaux en orbite autour de la Terre, à des vitesses suffisamment élevées pour causer des dommages importants s'ils entrent en collision avec un vaisseau spatial ou un satellite. La NASA fait de son mieux pour suivre chaque objet afin de s'assurer que les missions hors de la Terre puissent atteindre leur destination en toute sécurité. Notre Soleil est incroyablement massif. Pour preuve, 99,86% de toute la masse du système solaire consiste en la masse du Soleil, en particulier l'hydrogène et l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que sa surface. La température de la surface atteint 5500 degrés Celsius, mais la haute atmosphère atteint des millions de degrés. Si l'on pouvait creuser un tunnel directement au centre de la planète et ressortir par le côté opposé, et que tu étais assez aventureux pour sauter dedans, il te faudrait 42 minutes pour le traverser. Tu accélérerais au fur et à mesure de ta chute pour atteindre la vitesse maximale au moment où tu atteindrais le noyau de la Terre. Après la moitié du trajet, tu tomberais ensuite vers le haut, de plus en plus lentement. Au moment où tu atteindrais la surface opposée, ta vitesse serait de nouveau à 0. À moins que tu ne parviennes à t'extraire du trou, tu recommencerais immédiatement à tomber, pour redescendre, ou remonter, vers l'autre côté de la planète. Ce voyage durerait une éternité, et ce, à cause des effets bizarres de la gravité. Il pourrait y avoir plus de métaux, par exemple du titane ou du fer, dans les cratères lunaires, que ne le pensaient les astronomes. Le plus gros problème avec cette découverte ? Elle contredit la principale théorie sur la façon dont la Lune s'est formée. Cette théorie stipule que le satellite naturel de la Terre s'est détaché de notre planète après une collision avec un objet spatial massif. Mais alors, pourquoi la croûte terrestre, pauvre en métaux, contient-elle beaucoup moins d'oxyde de fer que celle de la Lune? Cela pourrait signifier que la Lune s'est formée à partir des matériaux se trouvant bien plus profondément à l'intérieur de notre planète. Ou bien ces métaux pourraient être apparus lorsque la surface lunaire, en fusion, se refroidissait lentement. Ou peut-être, comme on le dit depuis des siècles, qu'elle est faite de fromage. La Terre pourrait avoir été violette avant de devenir bleue et verte. Un scientifique a une théorie selon laquelle une substance existait dans les anciens microbes avant que la chlorophylle, cette chose qui rend les plantes vertes, n'évolue sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et en mauve, couleurs qui se combinaient pour donner du violet. Si c'est vrai, la jeune Terre a peut-être regorgé d'étranges plantes de couleur violette avant que toutes ces choses vertes n'apparaissent. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest, le plus haut sommet de la Terre par rapport au niveau de la mer. Si tu te tenais au sommet d'Olympus Mons, tu ne comprendrais pas que tu te trouves sur une montagne. Ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Les astronomes ont trouvé un énorme réservoir d'eau dans l'espace, le plus grand jamais détecté. Dommage que ce soit aussi le plus éloigné. Il est situé à 12 milliards d'années-lumière de nous. Ce nuage de vapeur d'eau contient 140 000 milliards de fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis.
Vénus tourne à son propre rythme, sans se presser. Une rotation complète prend 243 jours terrestres. Et il faut à la planète un peu moins de 225 jours terrestres pour faire le tour complet du Soleil. Cela signifie qu'un jour sur Vénus est plus long qu'une année. Il y a très peu d'activité sismique à l'intérieur de la Lune. Pourtant, des mini-séismes lunaires, causés par la force gravitationnelle de notre planète, se produisent parfois à plusieurs kilomètres sous la surface. Ensuite, de minuscules fissures et fractures apparaissent à la surface du satellite et des gaz s'en échappent. Mars est la dernière des 4 planètes intérieures, que l'on appelle aussi telluriques car elles sont composées de roches et de métaux. La planète rouge a un noyau composé principalement de fer, de nickel et de soufre. Il mesure entre 1500 et 1900 km de diamètre. Mais ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars n'a pas de champ magnétique à l'échelle de la planète. Le faible champ magnétique qu'elle possède ne représente qu'1 centième de celui de la Terre. Lorsque les planètes du système solaire ont commencé à se former, la Terre n'a pas eu de lune pendant très longtemps. Il a fallu 100 millions d'années pour que notre satellite naturel apparaisse. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la Lune est apparue, mais celle qui prévaut est la théorie de la fission. Elle affirme que la Lune s'est formée lorsqu'un objet est entré en collision avec la Terre, envoyant des particules dans tous les sens. La gravité a rassemblé les particules et la Lune a été créée. Elle a fini par se poser sur le plan de l'écliptique de la Terre, qui est la trajectoire actuelle de la Lune. Le plus grand être vivant sur Terre s'avère être un champignon dans l'Oregon. Cet énorme champignon Armillaria vit dans la forêt nationale de Malheur et couvre une superficie de 9,5 km². Il pourrait avoir jusqu'à 8500 ans. Mais on peut te pardonner de l'avoir manqué, car il est en grande partie caché sous terre. Lorsque les racines d'armillarier individuelles se rencontrent, elles peuvent fusionner pour devenir un seul champignon, ce qui explique comment celui-ci est devenu si grand. Si tu pouvais rassembler tous ces champignons en une seule grosse boule, elle pourrait peser jusqu'à 35 000 tonnes. C'est à peu près aussi lourd que 200 baleines grises. Le plus grand astéroïde du système solaire s'appelle Vesta, et il est si gros qu'on le qualifie parfois de planète naine. Un voyage vers la 2e étoile la plus proche de nous, après le Soleil, te prendrait 5 millions d'années en avion de ligne. C'est ce qu'on appelle un vol ultra long courrier. L'espace n'est pas censé être noir. Il y a des étoiles partout. Ne devrait-elle pas éclairer tout ce qui se trouve autour ? En réalité, on ne voit pas d'étoiles partout, car certaines d'entre elles n'existent pas depuis assez longtemps pour que leur lumière atteigne la Terre. Personne ne t'entendra crier dans l'espace, ou quelque chose comme ça. Nous avons tous entendu cette phrase qui fait froid dans le dos. Et c'est vrai, l'espace est en grande partie constitué d'un gigantesque néant. Il y a beaucoup d'espace dans l'espace. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de bruit. En fait, il y en a beaucoup. Et certains d'entre eux pourraient même te faire frissonner. Nous allons nous pencher sur les sons les plus effrayants de l'espace. Tout d'abord, comment les bruits cosmiques sont-ils enregistrés ? Le son n'est que la vibration de molécules. Lorsque tu cries, les molécules se poussent furieusement les unes les autres jusqu'à ce qu'elles atteignent l'oreille de la personne en face de toi. Ces vibrations sont alors transmises au cerveau et nous les reconnaissons comme quelque chose dont il nous faut parfois nous excuser. Pour entendre quelque chose, nous avons donc besoin des molécules. Et c'est là que ça se complique. Il n'y en a pas dans l'espace. L'univers est presque entièrement constitué de vide. Oui, de vide absolu. Cependant, les magiciens de la NASA parviennent tout de même à enregistrer les sons de l'espace. Comment font-ils ? Eh bien, il existe certains types d'ondes qui n'ont rien à voir avec les molécules. Nous, les gens ordinaires, ne pouvons pas les percevoir sans certains appareils. Parmi ces ondes, il y a par exemple les ondes radio. Nous avons besoin d'une radio ou d'un appareil de ce type pour les reconnaître. Et c'est exactement ce que font les satellites de la NASA. Ils captent des ondes radio. Grâce à eux, nous pouvons connaître le bruit que font les corps cosmiques. Ces satellites enregistrent une multitude d'ondes, la fluctuation des plasmas, les champs magnétiques et d'autres choses. Les scientifiques de la NASA transforment ensuite tout cela en pistes sonores ordinaires. Et certaines de ces choses font un bruit assez effrayant, c'est le moins que l'on puisse dire. Prenons par exemple notre champ magnétique. Il entoure notre planète comme un bouclier invisible, nous protégeant de toutes sortes de nuisances comme les radiations ou les vents solaires. Nous ne pouvons ni le voir, ni le sentir, mais aujourd'hui nous pouvons l'entendre.
Des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont recueilli des ondes magnétiques enregistrées par le satellite Swarm de l'ESA. Ils les ont ensuite converties en pistes audio et ont obtenu un résultat assez effrayant. En vérité, ça ressemble plutôt au bruit d'une effroyable créature nocturne. Et si tu as en tête la carte du champ magnétique terrestre, tu auras l'impression qu'une araignée rôde dans les parages. Brrr! Et ce n'est pas le seul son étrange que nous avons capté sur Terre. Récemment, nous avons capté un autre signal radio en provenance de l'espace. Les scientifiques ont découvert qu'il provenait d'un endroit très éloigné, à des milliards d'années-lumière de nous. Ces salves ne durent généralement pas plus de quelques millisecondes, mais celle-ci était exceptionnelle. Elle a duré environ 3 secondes, soit des milliers de fois plus longtemps que d'habitude. En même temps, le signal était très précis, à tel point que les scientifiques l'ont même comparé à un battement de cœur. Les scientifiques pensent que ce signal est causé par des pulsars ou des étoiles à neutrons. Autrefois, Nikola Tesla a capté quelque chose de similaire. Malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les pulsars. Tesla était donc persuadé d'avoir capté le message de créatures extraterrestres. Mais la vérité s'est avérée beaucoup moins fascinante. Passons maintenant de la Terre à la Lune. En 1969, les astronautes de la mission Apollo 10, la navette qui a effectué le dernier vol d'essai vers la Lune, ont survolé sa surface. Ils ont alors capté d'étranges signaux provenant de la face cachée de notre satellite. Nous ne voyons jamais cette face car la Lune est en état de verrouillage gravitationnel. Le son était si étrange que les astronautes ne savaient pas s'ils devaient le signaler à la NASA. Ils craignaient de ne pas être pris au sérieux, voire de ne pas être autorisés à participer aux prochaines missions spatiales. Voici à quoi cela ressemblait. Selon la NASA, il ne s'agit pas du tout d'une étrange musique extraterrestre. Il s'agit peut-être simplement d'ondes radio qui se sont modifiées les unes les autres en raison de leur proximité. Mais les astronautes qui l'ont entendu pour la première fois ont quand même eu un peu peur. Et qu'en est-il des autres planètes ? Il y a 40 ans, des scientifiques ont exploré la surface de Vénus. Ils y ont envoyé une dizaine de sondes pour y enregistrer des sons et des images. Nous savons maintenant quel genre de bruit émet Vénus, qui pourrait facilement nous détruire si nous nous en approchions. On ne s'attendait pas à autre chose de la part de la planète la plus dangereuse du système solaire. Hélas, Vénus est encore plus toxique que les trolls qui sévissent sur Twitter. Et ces sondes n'ont pas fait long feu. Elles sont rapidement tombées en panne après leur arrivée. Ensuite, nous avons Jupiter. Ce géant de l'espace, qui est 11 fois plus grand que la Terre, est absolument terrifiant. Une des sondes de la NASA, Juno, tourne autour de Jupiter toutes les quelques semaines. Elle se déplace à une vitesse phénoménale, à 209 214 km/h. Un jour, Juno a enregistré l'un des signaux invisibles les plus puissants qu'elle ait jamais rencontrés. Les violents vents solaires venaient d'entrer en conflit avec le champ magnétique de Jupiter. Cela fit un énorme boom cosmique. Le son original a duré 2 heures, mais il a été réduit à quelques secondes. En fait, cela ressemble assez au bruit d'une vague qui se brise sur un rocher. Mais rien de cela n'est comparable à l'horreur venue de l'une des petites lunes de Jupiter, Ganymède. En 2021, la sonde spatiale Galileo l'a survolée. Au cours de son vol, elle a capté quelque chose d'assez étrange. Ces bruits sont des radiations de satellites. On dirait un peu le bruit d'une jungle ou celui de milliers de chauves-souris qui attendent de te surprendre en pleine nuit. Passons maintenant à Saturne. Ce signal a été capté par la station interplanétaire automatique Cassini-Huygens, lancée dans l'espace en 1997. En passant devant Saturne, Cassini a enregistré un son assez effrayant. Ces cris tout droit sortis de l'enfer ne sont que de simples ondes radio. Et ce n'est pas très différent de ce qu'émettent les aurores boréales sur Terre. Un peu plus tard, Cassini a capté un autre signal, le bruit des éclairs et des orages sur Saturne. Ces sons sont assez intéressants. On dirait un peu des pop-corns qui éclatent ou un compteur Geiger, n'est-ce pas ? Mais c'est simplement parce que ces éclairs sont extrêmement rapides. Nous allons maintenant sortir du système solaire. La célèbre sonde Voyager 1 a été lancée en 1977 et continue de nous envoyer des données 40 ans après son décollage.
En 2012, elle a quitté le système solaire pour entrer dans l'espace interstellaire. C'est alors que Voyager 1 a enregistré des ondes de plasma. L'enregistrement original a duré 7 mois. Mais les scientifiques ont eu pitié de nous et l'ont réduite à 12 secondes. Ce n'est pas vraiment sinistre, mais ce n'est pas très rassurant non plus. Et bien qu'il semble que rien ne puisse surpasser les horreurs de Saturne, nous allons maintenant examiner l'un des objets les plus effrayants de l'univers, un trou noir. Ce son a été enregistré par le télescope spatial Chandra. En étudiant un amas de galaxies dans la constellation de Persée, on a découvert quelque chose d'étrange. Des mouvements ondulatoires au centre de l'amas. Ils s'étendent dans toutes les directions comme des cercles sur l'eau. Les scientifiques ont déclaré que ce phénomène était dû à un trou noir supermassif. Or, les trous noirs ne dévorent pas toujours entièrement les objets spatiaux. Parfois, ils les recrachent. Cela entraîne des vibrations gazeuses que l'on peut convertir en bandes sonores. Ce qui est intéressant, c'est que l'oscillation de chacune de ces ondes dure environ 10 millions d'années. Cet enregistrement est donc très accéléré. Les scientifiques ont réduit le délai entre les oscillations environ 144 quadrillions de fois. Et voilà ce que ça donne. C'est probablement le son le plus sinistre de notre liste. Il n'est ni très puissant ni très violent. Il a plutôt quelque chose de sombre et d'inquiétant. Voici donc les sons spatiaux les plus effrayants captés par la NASA. Comme je l'ai dit, la plupart d'entre eux ne sont que des ondes radio. Mais il est toujours amusant de se faire peur de temps en temps. Il te regarde fixement et tu le regardes en retour. Un œil géant qui semble t'attirer dans l'abîme. Tu le survoles à bord de ton vaisseau spatial. Mais aussi effrayé que tu puisses être, il te faut quand même faire ton travail. Tu diriges donc ton vaisseau vers la surface de la planète rouge. Et oui, c'est là que tu te trouves, à survoler Mars. Mais chaque chose en son temps. Tu prends un moment pour te rappeler tout ce que tu sais au sujet de la 4e planète la plus proche du Soleil. C'est la dernière des planètes intérieures. Ce sont ces planètes qui se trouvent dans le périmètre de la ceinture d'astéroïdes. On les appelle aussi des planètes telluriques, car elles sont composées de roches et de métaux. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Elle contient 95% de dioxyde de carbone et à peine 1% d'oxygène. En d'autres termes, n'envisage même pas de retirer ton casque. De toute façon, il n'y a pas de temps à perdre. Tu atterris à la surface de la planète et tu te retrouves au beau milieu d'un monde rouge brunâtre. Heureusement que tu portes une combinaison spatiale. L'endroit est glacial. Le thermomètre cousu dans la manche de ta combinaison indique moins 62 degrés Celsius. Il est temps de faire ton premier pas sur la surface martienne. La planète a l'air assez colorée, et la teinte d'une zone spécifique dépend des minéraux qui composent son terrain. Le sol sous tes pieds est couvert d'une fine poussière. Elle ressemble à de la rouille. La même poussière orangée se trouve en suspension dans l'air. Heureusement que tu as ta propre réserve d'oxygène et que tu n'as pas besoin de respirer l'air martien. Cette couche de poussière qui recouvre la surface de Mars peut avoir une épaisseur de 2 à 12 mètres. Tu croises les doigts en espérant ne pas être avalé par les sables mouvants martiens. Tu commences à marcher et tu te sens très léger. Mars ne représente que 15% du volume de notre planète et à peine 11% de la masse terrestre. Cela signifie que la gravité est beaucoup plus faible ici. Cette attraction ne représente que 38% de celle qui règne à la surface de la Terre. Tu fais de petits sauts, puis tu essayes de courir sur plusieurs centaines de mètres. Tu n'as même pas transpiré une goutte. Ce qui rend l'exploration à pied plus difficile, c'est que la surface de la planète est très accidentée, couverte de cratères et de volcans, d'anciens lits de lacs asséchés et de canyons. Tu vois quelque chose d'énorme qui se dresse à l'horizon. Mais tu essayes de réprimer ta curiosité. Tu auras suffisamment de temps pour découvrir de quoi il s'agit plus tard. Soudain, un nuage massif apparaît au loin. On dirait qu'un énorme troupeau s'approche de toi au galop. En réalité, tu ferais mieux de remonter à bord de ton vaisseau et de t'envoler aussi vite que possible. C'est l'une des fameuses tempêtes de poussière martienne. Elles se produisent principalement pendant l'été dans l'hémisphère sud de la planète rouge. Et elles peuvent parfois recouvrir la planète entière. On peut même apercevoir les plus grandes d'entre elles depuis la Terre. Tu sautes dans ton vaisseau et tu mets le cap sur l'œil qui t'avait tant effrayé. Des canaux sinueux qui ressemblent à des veines traversent ce globe oculaire. Mais plus tu t'approches, moins cela ressemble vraiment à un œil. Bientôt, tu réalises que c'est un cratère. Il est gigantesque, près de 30 km de diamètre.
Autour du cratère, qui semble même avoir une pupille, se trouvent d'autres cratères encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer les multiples assauts de roches venues de l'espace. Mais pourquoi ce cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau martienne se trouvait dans l'énorme fosse. Et tu te souviens de ces canaux? Ce sont eux qui transportaient probablement cette eau. Comme le cratère était rempli d'eau, cela a empêché certaines substances et certains minéraux de s'éroder. Maintenant, tu te souviens de cette chose imposante à l'horizon? Il est temps d'aller l'explorer. Quand tu t'en approches, tu réalises qu'il s'agit du plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il fait plus de 595 km de diamètre, ce qui est presque la même taille que l'État d'Arizona. Tu inclines la tête. Waouh, la montagne fait 25 km d'altitude. Elle est aussi entourée de falaises de 6 km de haut. Faisons quelques comparaisons pour mieux visualiser la taille de ce volcan. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, qui s'élève à environ 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'étend sur 120 km. Cela semble impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait avaler toute la chaîne des îles hawaïennes, de Kauai à Hawaï. Mais pourquoi ce volcan est-il si grand? Cela pourrait être le résultat d'une gravité plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait venir de la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Elle est statique. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds regorgeant de lave, de nouveaux volcans se forment et ceux qui existaient déjà s'éteignent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreuses débouchées. Mais sur Mars, la croûte n'est pas scindée en plaques similaires à celles de la Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un seul très grand volcan. Alors, pourquoi ne pas regarder cette énorme montagne de plus près? Mais à peine es-tu descendu de ton vaisseau que le sol martien sous tes pieds se met à trembler. C'est un tremblement de Mars. Mais comment cela peut-il se produire si Mars n'a pas de plaques tectoniques actives en mouvement? Les spécialistes de la NASA sont convaincus que ces tremblements se produisent lorsque l'énergie à l'intérieur de la planète est soudainement libérée. Cela entraîne des fractures de la roche et des fissures dans la croûte de la planète. Une autre secousse puissante et l'une de ces crevasses s'ouvre juste à côté de toi. Tu tombes au sol, trop terrifié pour bouger. Mais bientôt, tout se calme. Tu attends quelques minutes, juste pour être sûr, et tu te lèves. Oh, regarde! Voici une occasion parfaite d'explorer les entrailles de la planète rouge. La fissure est suffisamment grande pour y envoyer un robot de recherche. La croûte de la planète est fine et se compose de roches basaltiques. L'épais manteau qui entoure le noyau de la planète est composé de silicates, d'oxygène et de quelques autres minéraux. Tu pourrais le comparer à une sorte de dentifrice fait de roches. Le manteau martien est aussi moins imposant que celui de la Terre. Son épaisseur n'est que de 1300 à 1800 km. Quant au noyau de la planète, il est composé principalement de fer, de nickel et de soufre et mesure entre 1400 et 1900 km de large. Ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars ne dispose pas d'un champ magnétique. Malheureusement, ton drone est maintenant perdu dans les profondeurs de la planète rouge. Tu le laisses là et continues ton exploration. Ta prochaine destination est Valles Marineris. Ce nom évoquerait presque une sauce tomate à l'italienne, mais c'est en réalité un immense canyon, ou plutôt un système de canyons, qui longe l'équateur de Mars. Il est tout aussi impressionnant qu'Olympus Mons, plus de 4200 km de long et plus de 6 km de profondeur. Il est tellement vaste qu'il pourrait s'étendre sur l'ensemble des États-Unis, du Pacifique à l'océan Atlantique. Faisons une autre comparaison. L'un des canyons les plus célèbres de la Terre est le Grand Canyon en Arizona. Mais il est 10 fois moins long et environ 4 fois moins profond que le canyon de Mars. Certains scientifiques pensent que Valles Marineris est le bord d'une énorme plaque tectonique. Elle se déplace si lentement que presque rien ne s'est produit dans cette région depuis des millions d'années. Et le mouvement de cette plaque a probablement commencé il y a 3,5 milliards d'années. Bref, la seule chose qu'il reste sur ta liste de choses à faire aujourd'hui est de visiter les lunes de Mars. Le centre de la Voie lactée est une scène où se donne la réplique un rayonnement intense, une forte gravité et de nombreux mystères. Un endroit où les forces de la nature sont poussées à leurs limites. Mais que se passerait-il si notre propre planète se retrouvait dans ce théâtre cosmique? Que se produirait-il si la Terre parvenait d'une manière ou d'une autre à y survivre?
Commençons ce voyage au cœur de notre galaxie pour le découvrir. Imagine ceci. Tu flottes dans l'espace entouré de milliards et de milliards d'étoiles. Soudain, tu aperçois au loin une masse brillante et tourbillonnante de gaz et de poussière. Il s'agit, mon ami, de la Voie lactée, autrement dit, notre maison dans les vastes étendues de l'univers. On estime que la Voie lactée contient plus de 100 milliards d'étoiles et qu'elle s'étend sur environ 100 000 années-lumière. En d'autres termes, si on voyageait à la vitesse de la lumière, il faudrait 100 000 ans pour la traverser d'un bout à l'autre. Cela représente quelques milliers de milliards de kilomètres. Et il ne s'agit pas seulement d'un ensemble statique d'étoiles et de gaz, mais d'un système dynamique en constante évolution. En fait, la Voie lactée se déplace actuellement dans l'espace à une vitesse d'environ 2,1 millions de kilomètres à l'heure. L'un des aspects les plus fascinants de notre galaxie est sa forme. La Voie lactée est une galaxie spirale, ce qui signifie qu'elle ressemble à un disque avec un bulbe central et des bras spiraux. Les bras spiraux sont les zones où naissent les nouvelles étoiles. C'est là que se concentre le plus d'étoiles, de gaz et de poussière, et que se trouve le système solaire. Notre système est comme une minuscule tache dans la grande tapisserie cosmique de la Voie lactée. Il se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de la galaxie. Une distance plutôt importante, n'est-ce pas? Le système solaire se déplace également dans la Voie lactée en orbite autour du centre de la galaxie. Il lui faut approximativement 230 millions d'années pour effectuer une orbite complète autour de la galaxie. Imagine un peu. Depuis l'époque des dinosaures, nous n'avons parcouru qu'un quart de ce chemin. La position du système solaire dans la galaxie a de nombreuses répercussions sur notre vie. Par exemple, la quantité de radiation et de rayons cosmiques à laquelle nous sommes exposés, et même la probabilité d'impact d'astéroïdes, etc. De plus, grâce à notre emplacement, nous pouvons jouir de vues étonnantes de l'univers qui nous entoure. Depuis notre point d'observation dans la Voie lactée, nous pouvons observer d'autres galaxies, des nébuleuses et des amas d'étoiles dans des détails à couper le souffle. Nous évoluons aussi dans un voisinage très actif, avec de nombreuses autres étoiles et planètes à proximité. Nous avons donc de la chance. Mais que se passerait-il si nous n'avions pas ces opportunités? Et si la Terre était située au centre de la Voie lactée? Le centre de la Voie lactée abrite une région de l'espace appelée bulbe central. Elle est remplie d'étoiles. C'est comme une boule disco, mais au lieu de miroirs brillants, elle est recouverte d'étoiles. Seulement, cette boule disco est vraiment énorme. Elle a un diamètre d'environ 10 000 années-lumière. Le centre de la Voie lactée abrite également des environnements extrêmes qui feraient frémir même le plus courageux des astronautes. Les particules à haute énergie et les champs magnétiques intenses peuvent faire des ravages sur les appareils électroniques et les engins spatiaux. Les champs de radiation intenses peuvent griller tout ce qui se trouve sur leur passage. Ce n'est donc pas vraiment un endroit propice à la vie telle que nous la connaissons. Si la Terre était située près du centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Examinons quelques-uns des effets potentiels. Tout d'abord, les radiations. Comme nous l'avons mentionné précédemment, le centre de la Voie lactée est l'une des régions les plus irradiées de la galaxie. Cela rendrait la vie sur Terre très difficile, voire impossible. Certes, nous disposons du champ magnétique terrestre. C'est une sorte de bouclier géant qui nous protège des rayonnements nocifs provenant de l'espace extra-atmosphérique. Mais pourrait-il nous sauver si nous étions situés au centre de la Voie lactée? Malheureusement, la réponse est non. C'est un peu comme essayer d'utiliser un minuscule parapluie pour s'abriter d'une énorme tempête. La galaxie gagnerait donc facilement. Mais le tableau n'est pas si noir. Certains organismes courageux sont capables de s'adapter à des niveaux élevés de radiation. Nous avons vu que la vie sur Terre a évolué pour survivre partout, des profondeurs de l'océan aux pôles glacés de la planète. Imaginons donc ce qui se passerait si nous devions, d'une manière ou d'une autre, évoluer pour survivre dans ces conditions difficiles. Imaginons des humains dotés d'une peau dure et écailleuse qui les protège des radiations et des plantes dotées de structures uniques qui leur permettent de prospérer dans cet environnement lumineux. Mais même ainsi, les rayonnements pourraient avoir des effets très effrayants sur l'être humain.
Par exemple, elles pourraient endommager les molécules d'ADN et provoquer des mutations. Imagine un monde où les plantes auraient 5 feuilles au lieu de 4, où les animaux auraient un pelage étrangement coloré, où les gens auraient des yeux d'une couleur inhabituelle, ou d'autres caractéristiques originales. Et ce ne sont là que quelques-uns des meilleurs exemples. Ne parlons même pas des plus moches. En outre, elles pourraient nous faire subir des changements métaboliques. Notre corps pourrait traiter la nourriture et d'autres ressources plus rapidement, ce qui pourrait entraîner des taux de croissance plus rapides et des tailles plus importantes. Les plantes pourraient devenir grandes et larges et les animaux seraient beaucoup plus imposants que la normale. Il existe également sur Terre des organismes capables de produire de la bioluminescence. Grâce à des niveaux élevés de rayonnement, ils pourraient briller encore plus que d'habitude. Imagine que tu te promènes dans une forêt la nuit et que tu vois les arbres, les champignons et même les insectes briller d'une étrange lumière bleue ou verte. À la fois effrayant et surprenant, n'est-ce pas ? Mais passons au prochain grand changement, la gravité. Au centre de la Voie lactée, la gravité est incroyablement forte. Tout cela grâce à un trou noir supermassif, dont la masse est environ 4 millions de fois supérieure à celle du Soleil. Ce trou noir s'appelle Sagittarius A. Et oui, c'est notre voisin maintenant. Génial! Et en supposant que nous ne soyons pas avalés par ce trou noir ou écrasés par cette gravité incroyablement forte, cela pourrait tout de même déclencher de nombreux tremblements de terre et éruptions volcaniques. Ce trou noir serait comme un tyran gravitationnel, tirant et arrachant tout ce qui se trouve sur son chemin. En fait, si nous survivions à ce trou noir, nous participerions tous les jours à une sorte de compétition de surf grandiose. Il suffit d'ajouter un peu de frisson en risquant sa vie. Et oublions l'idée de fuir la planète. Ce ne serait plus du tout aussi simple de lancer des fusées. Oh, et les objets physiques ne seraient pas les seuls à être affectés par la gravité. Le temps s'écoulerait très différemment pour nous. Selon la théorie de la relativité d'Einstein, le temps s'écoule plus lentement dans les zones de forte gravité. En d'autres termes, les terriens vieilliraient moins vite qu'une personne située loin du centre de notre galaxie. Par ailleurs, le centre de la Voie lactée est un endroit très animé. Des étoiles, des planètes et d'autres objets célestes s'y déplacent chaque jour à des vitesses incroyablement élevées. Les positions des étoiles et des autres objets changent constamment. En d'autres termes, il faut dire adieu à la navigation normale. Les systèmes GPS ne seraient probablement pas fiables en raison de l'intensité des forces gravitationnelles et des radiations. Si tu te perds accidentellement dans une forêt phosphorescente avec des animaux effrayants, bonne chance. Mais il n'y a pas que du négatif. Le centre abrite également des nuages moléculaires. Ce sont des régions de l'espace où naissent les nouvelles étoiles. Et la Voie lactée, en général, offre des paysages étonnants. Par exemple, des nébuleuses étonnantes comme la nébuleuse d'Orion et la nébuleuse de l'Aigle, qui sont visibles avec des télescopes ou même simplement avec une bonne paire de jumelles. Si la Terre était située au centre de la Voie lactée, nous serions aux premières loges pour assister à certains des événements cosmiques les plus spectaculaires. Ne serait-ce pas génial ? En résumé, si la Terre était située au centre de la Voie lactée, elle serait très différente. Bien sûr, nous savons tous que notre planète n'aurait pas survécu à un tel changement. Mais il est tout de même intéressant d'imaginer comment notre vie se déroulerait si nous y étions. Et à en juger par ce dont nous venons de parler, ce ne serait pas beau à voir. Alors, chérissons et apprécions notre paisible petit système solaire. Les vastes étendues de l'univers recèlent une infinité de secrets et de possibilités. Et voici l'une des questions les plus intrigantes. À quoi ressemblerait la vie et nous autres en tant qu'êtres humains sur d'autres planètes ? Imagine un monde où les lois de la physique, les conditions et l'environnement sont si différents de ce à quoi nous sommes habitués. Comment évoluerions-nous pour nous adapter à ces nouvelles contrées étranges ? Voyons voir. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et possède une atmosphère très fine. Les températures y sont extrêmes, le jour atteignant plus de 426 degrés Celsius et la nuit descendant jusqu'à moins 179 degrés Celsius. Alors, que pouvons-nous faire pour survivre à ces températures insensées et aux radiations solaires constantes ? Nous pouvons peut-être nous transformer en métal comme par magie. Le titane et le platine, par exemple, supportent parfaitement ces températures élevées. Mais plus sérieusement, il existe une solution. Nous pourrions nous installer sous terre, là où les températures ne sont pas aussi extrêmes. Si nous vivions sous terre, nous pourrions développer de grands yeux afin de mieux capter la lumière.
Nous pourrions aussi avoir une peau plus épaisse pour nous protéger des radiations intenses. En fait, nous avons deux options. Devenir Iron Man ou bien devenir des taupes. Passons à Vénus. Cette planète est extrêmement hostile. Tout d'abord, Vénus est connue pour son atmosphère épaisse, du type plus toxique que ton ex. Toute la planète est recouverte de dioxyde de carbone et sa surface est complètement desséchée, ce qui la rend incroyablement étouffante. La température moyenne y est d'environ 452 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des planètes les plus chaudes de notre système solaire. N'oublie pas non plus la pression incroyable qui y règne. Se tenir sur Vénus, c'est comme plonger à 920 mètres sous l'eau. Seuls des microbes terrestres les plus résistants pourraient survivre dans de telles conditions. Donc, si tu désires vivre sur Vénus, tu devras peut-être te transformer en microbe. Hélas, comme nous ne sommes pas des micro-organismes, il nous faudrait porter un équipement spécial pour y survivre. Peut-être devrions-nous nous développer un exosquelette résistant à la chaleur afin de nous protéger, ainsi que de nouveaux poumons capables de filtrer les particules toxiques de cette atmosphère. Parlons plutôt de notre cousine écarlate favorite, Mars. Le premier changement notable, après quelques centaines d'années, serait un nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur Terre. Donc tes muscles et tes os auront tendance à s'atrophier. Pour compenser cette différence, tu devras manger davantage et probablement te mettre à la gym. Tu devras aussi t'adapter à la faible pression atmosphérique et aux températures plus froides. Il te faut bien un moyen de retenir la chaleur, n'est-ce pas? Cela signifie que tu devras avoir une couche de graisse plus épaisse. Désolé, mais sur Mars, nous risquons de prendre du poids. Une raison de plus pour faire du sport. Un autre changement important se produirait au niveau de la peau. Ta peau est comme une grande barrière qui te protège des désagréments tels que les bactéries, les rayons UV ou le fait de ressembler à un monstre écorché. Que se passerait-il alors? Eh bien, tu deviendrais très probablement orange, à cause des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont un type de nutriments que l'on trouve dans des aliments tels que les carottes, les pommes de terre, les tomates, etc. Ils protègent très bien contre les rayons ultraviolets de la planète Mars. Ils n'ont qu'un seul inconvénient. Si tu manges trop de citrouilles cultivées sur place, tu vireras progressivement à l'orange. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Peut-être que la vie sur Jupiter serait plus facile? Oh oui, sûrement. Sauf qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium, et c'est pour ça qu'on l'appelle une géante gazeuse. Tu y tomberais tout simplement, au travers des immenses nuages. Et même si tu parvenais à atterrir et à marcher sur quelque chose, ce serait comme si tu te déplaçais dans un brouillard à couper au couteau. Alors comment évoluerions-nous là-bas? Primo, notre taille pourrait changer pour résister aux immenses pressions. Secondo, les fluctuations de température sur Jupiter sont énormes. La surface est terriblement froide et la température augmente considérablement sous les couches extérieures de l'atmosphère. Tertio, si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langage oral. Cette géante gazeuse absorbe les ondes radio, donc même si tu parlais, personne ne pourrait t'entendre. Il n'y aurait pas non plus de musique, et donc pas de fête. À quoi bon alors? Peut-être pourrions-nous communiquer en langage des signes? Mais ce n'est pas si simple. Jupiter est perpétuellement agité de vents violents et de puissants orages. Il est donc peu probable que tu puisses y voir quoi que ce soit. Même si nous évoluions d'une manière ou d'une autre, notre vie n'y serait vraiment pas facile. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement admirer de près ses anneaux emblématiques. Mais c'est hélas impossible, car les anneaux de Saturne sont constitués d'un tas de particules de glace flottant dans l'espace. Il serait donc extrêmement difficile d'atterrir. Allons donc directement sur Saturne. À première vue, cette planète ne semble pas si mal. Certaines couches de cette géante gazeuse présentent des températures plutôt agréables. Si nous plongeons plus profondément dans la planète, il fait même relativement chaud, jusqu'à -3 degrés dans sa deuxième couche. Il s'agit d'une température moyenne dans les pays comme la Suède et le Canada. Malheureusement, il ne s'agit que d'une seule de ces nombreuses couches. Le reste de la planète est incroyablement froid. Pour survivre sur Saturne, nous devrions donc faire beaucoup d'efforts. En plus du froid, nous devrions nous accommoder de l'environnement hostile de la planète, notamment ses tempêtes extrêmes, ses vents violents et ses radiations. Pour nous protéger de ces conditions, il nous faudrait encore développer une peau résistante, des techniques d'isolation, etc., etc. La planète suivante est Uranus. L'environnement d'Uranus est très différent de celui de la Terre, avec des températures beaucoup plus froides, l'absence de surface solide et une atmosphère très différente. C'est comme une autre Jupiter, mais qui donnerait dans les tons bleus. Mais on pourrait plus mal tomber.
Il y a même de l'eau sur Uranus. Le seul problème, c'est que la planète regorge d'ammoniac, ce produit radical que nous utilisons pour le nettoyage. Ne t'étonne donc pas si tu y sens une odeur irrespirable. De plus, il fait incroyablement froid là-bas, comme si l'hiver n'en finissait jamais. Comment survivre dans un environnement aussi sombre et hostile ? Nous aurions besoin d'une peau plus épaisse pour faire face à ces températures extrêmes. Nous aurions également besoin d'yeux plus grands pour mieux voir dans l'obscurité. Enfin, nous pourrions être amenés à développer un nouveau système auditif, comme celui des dauphins. Ce serait assez rigolo, non ? Passons à Neptune. Si des êtres humains devaient évoluer sur Neptune, il leur faudrait s'adapter à ces conditions difficiles. Neptune, la 8e planète la plus éloignée du Soleil, est une autre géante gazeuse. La seule différence est que cette planète pourrait bien avoir un noyau solide. Si nous devions vivre sur Neptune, nous n'aurions d'autre choix que de flotter ou de nager à travers son atmosphère riche en méthane. Nous devrions également développer des branchies ou un dispositif semblable pour respirer. En fait, nous deviendrions soit des reptiles de l'espace, soit des poissons cosmiques. Sur Neptune, la gravité est légèrement supérieure à celle de la Terre, mais les vents violents font qu'il est très difficile de rester en place. Pour résister au vent, il nous faudrait être beaucoup plus lourd. Là encore, il s'agit de manger beaucoup et de se muscler. Oui, techniquement ce n'est pas une planète, mais nous l'aimons toujours et nous ne pouvons pas la laisser en reste. Un monde petit, lointain et incroyablement froid. Pluton est encore plus petite que notre Lune. Et pour cette raison, il n'y a presque aucune gravité. Il sera donc très difficile de s'y tenir debout. Pour éviter de s'envoler accidentellement dans l'espace en jouant au football, il faudrait créer des machines simulant la gravité. Et si nous ne voulons pas avoir le vertige, nous devrons développer un tout nouveau système nerveux. Mais Pluton pourrait être pire. Par exemple, il y a de l'eau liquide sous sa surface, et même quelques montagnes glacées. Il serait peut-être possible d'y survivre si nous disposions d'un équipement conséquent, de vêtements, de fournitures et... Non, laisse tomber, c'est trop se compliquer la vie. Quoi qu'il en soit, de la chaleur torride de Mercure aux températures glaciales de Neptune, chaque planète présente un ensemble unique de défis environnementaux et d'opportunités d'évolution. Même si nous ne saurons jamais vraiment à quoi ressembleraient les humains sur ces autres mondes, il est passionnant d'envisager les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Ne cessons jamais de regarder en direction des étoiles et de nous poser de telles questions. Le 7 janvier 1610, le célèbre astronome italien Galileo Galilei a fait une découverte étonnante à l'aide de son télescope fait maison. 4 lunes en orbite autour de la planète Jupiter. D'ailleurs, de nos jours, tu peux fabriquer ta propre version de son télescope en utilisant des tubes en carton, des lentilles et de la superglue. Le principe de ce télescope est de placer 2 lentilles à la bonne distance l'une de l'autre. Tu auras besoin de 2 lentilles, une concave et une convexe. Autrement dit, une incurvée vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Le premier télescope de Galilée était capable de grossir les objets environ 8 fois. Il a continué à l'améliorer jusqu'à ce qu'il atteigne un facteur de grossissement d'environ 20. Mais revenons à l'histoire principale. Lorsqu'il a aperçu pour la première fois ces 4 lunes de Jupiter, il a cru qu'il regardait simplement un amas d'étoiles. Mais il a vite remarqué que ces objets spatiaux semblaient se déplacer selon un schéma régulier. Il lui a fallu quelques semaines pour comprendre que ce qu'il voyait n'étaient pas des étoiles, mais des lunes qui tournaient autour de Jupiter. Galilée a d'abord nommé ces lunes 1, 2, 3 et 4. Mais soyons honnêtes, ce n'étaient pas les noms les plus créatifs. Comme d'autres lunes de notre galaxie ont été découvertes par la suite, le système numérique pour les nommer est devenu confus et peu pratique, et il n'a duré que quelques siècles. De nos jours, ces 4 satellites les plus grands de Jupiter se nomment Io, Europe, Ganymède et Callisto. On les appelle collectivement les lunes galiléennes en l'honneur de l'homme qui les a remarquées le premier. La découverte de Galilée a été cruciale pour notre compréhension ultérieure de l'astronomie. Au départ, on croyait que les autres objets tournaient autour de la Terre puisqu'elle était considérée comme le centre de l'univers. Nous savons maintenant qu'il y a des centaines de lunes dans notre système solaire. Cependant, on ne découvre pas si souvent de grandes lunes comme celle découverte par Galilée. Une lune est considérée comme grande lorsqu'elle est de la taille de notre planète, voire plus grande. Ganymède, par exemple, est plus grande que Mercure. En fait, on qualifie Ganymède de lune simplement parce qu'elle tourne autour de Jupiter. Sinon, elle a toutes les autres caractéristiques d'une planète. Ce n'est pas une surprise que Jupiter ait les plus grosses lunes du système solaire. Elle surpasse toutes les autres planètes en taille et en masse, et il n'est donc pas étonnant qu'elle ait attiré beaucoup d'autres objets vers elle.
On pense que Jupiter possède au total près de 80 lunes, dont seulement 53 ont reçu un nom officiel à ce jour. La première de ces lunes jupitériennes à être découverte par Galilée a été Io. Ce qui la distingue, c'est qu'elle a beaucoup de volcans. Io est le seul objet spatial à avoir des volcans actifs dans notre système solaire, à part la Terre. Elle est aussi surnommée la lune de feu et de glace, à cause de ses champs de neige composés de dioxyde de soufre. La couche extérieure d'Io est tachetée avec de multiples couleurs comme l'orange, le noir, le jaune, le blanc et le rouge. C'est probablement la raison pour laquelle la NASA l'a décrite comme une pizza géante couverte de fromage fondu et d'éclaboussures de tomates et d'olives mûres. À cause de ce soufre, Io ne sent pas très bon, une odeur semblable à celle d'un œuf pourri. Il y a plus de 100 montagnes à la surface de cette lune, et elles sont beaucoup plus grandes que celles que nous voyons sur Terre. Certaines sont même plus hautes que l'Everest. En moyenne, ces chaînes de montagnes mesurent 6000 mètres de haut et 157 km de long. À cause de ces volcans actifs et des radiations intenses sur Io, il y a peu de chances que la vie telle que nous la connaissons puisse exister ici. Mais qui peut affirmer qu'il ne peut pas y avoir une autre forme de vie ? La lune suivante sur la liste des lunes galiléennes est Europe, la plus petite des 4. Sa taille est comparable à celle de notre propre lune. Europe a une surface entièrement glacée, avec juste quelques cratères disséminés ici et là. Grâce à cette couche extérieure, Europe est très réfléchissante, ce qui en fait l'une des lunes les plus brillantes. Quant à son âge, les scientifiques pensent que sa surface a entre 20 et 180 millions d'années, tandis que la Lune elle-même a environ 4,5 milliards d'années. Ce qui se cache sous cette surface glacée est impressionnant. Elle pourrait même détenir le secret de la vie en dehors de la Terre. La glace se forme ici de 2 façons. La première est la congélation, un processus plutôt explicite. La glace grandit simplement à mesure que le milieu environnant devient de plus en plus froid. L'autre méthode est beaucoup plus fascinante. Une couche d'eau surfondue, se trouvant sous l'enveloppe de glace, réagit lorsqu'elle est agitée. Elle génère alors ces cristaux qui donnent l'impression qu'il neige à l'envers, flottant vers le haut jusqu'à la couche de glace sous laquelle il se trouve. Tu peux recréer cet environnement toi-même à la maison. Prends une bouteille d'eau purifiée et mets-la au congélateur. Si tu n'as pas d'eau purifiée à proximité, fais simplement bouillir de l'eau plusieurs fois pour te débarrasser d'autant d'impuretés que possible. Comme il n'y aura pas de particules à l'intérieur, une fois dans le congélateur, elle ne deviendra pas solide. Mais si tu sors ensuite la bouteille du congélateur et que tu la secoues, l'impact fera rapidement cristalliser l'eau, lui donnant une consistance semblable à de la neige fondue. Il y a peut-être de l'eau sur Europe, mais jusqu'à présent, il y a peu de preuves que la vie existe sur cette lune. Cependant, c'est l'une des meilleures candidates du système solaire pour une habitabilité potentielle. Certaines formes de vie pourraient s'adapter pour vivre dans son océan sous la glace. Cet environnement est très probablement similaire à celui que l'on trouve dans les évents hydrothermaux de notre planète, cachés au plus profond de nos océans. La quantité d'oxygène dans l'atmosphère d'Europe est très faible, mais en 2013, la NASA a trouvé des indices prometteurs qui soutiennent encore une fois la théorie selon laquelle il y a un potentiel de vie sur cette lune. En effet, il semble qu'Europe pourrait éjecter de l'eau dans l'espace. Si cela est confirmé par de futures observations, cela pourrait aussi signifier qu'Europe est géologiquement active. Cela pourrait aussi s'avérer utile si nous parvenons un jour à en étudier les sources d'eau. La plus grande des lunes galiléennes est Ganymède. C'est aussi la plus grosse lune de notre système solaire tout court. C'est un objet spatial de faible densité dont la taille est similaire à celle de Mercure, mais qui représente seulement la moitié de sa masse. Cependant, Ganymède est la seule lune à posséder son propre champ magnétique. Il est toutefois assez faible et nous pouvons à peine le remarquer depuis la Terre, car il est éclipsé par le champ magnétique beaucoup plus puissant de Jupiter. Un autre aspect intéressant de Ganymède est que son atmosphère contient de l'oxygène. Mais ne t'emballe pas trop, c'est loin d'être suffisant pour que des formes de vie y prolifèrent. En décembre 2021, un clip audio de 50 secondes a été publié. Il avait été enregistré par la sonde de la NASA lors de son survol de Ganymède. Pour les non-initiés, les sons ressemblaient davantage à ceux d'une vieille connexion Internet. Mais en raison de ses airs excentriques, Ganymède a rapidement été surnommée la lune chantante de Jupiter.
Enfin, pour clôturer la liste des lunes galiléennes, on trouve Callisto, ou l'objet le plus fortement cratérisé de notre système solaire. Ce qui est intéressant avec cette lune, c'est que son paysage a à peine changé depuis sa formation, et les scientifiques débattent encore de la raison de ce phénomène. La plupart des autres objets spatiaux subissent des tas de changements tout au long de leur vie, en raison d'événements comme des collisions avec d'autres objets, des changements d'orientation ou de vitesse, ou des réactions chimiques qui se produisent à leur surface. Callisto a aussi à peu près la taille de la planète Mercure, mais sa densité est également plus faible. Le champ magnétique de Jupiter a un impact moindre sur Callisto, car cette dernière est la plus éloignée de la géante gazeuse. On estime que sa surface a un âge stupéfiant de 4 milliards d'années. Contrairement à Io, Callisto n'est pas géologiquement active, mais les scientifiques pensent qu'un océan pourrait se cacher sous sa surface, qui pourrait potentiellement abriter de la vie. Le fait qu'elle soit moins touchée par le champ magnétique de Jupiter signifie qu'elle présente des niveaux de radiation plus faibles. Étant donné cet environnement approprié, nous finirons peut-être par y installer un jour une base humaine en vue d'une exploration future. Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais si tu es sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du Soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le Soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le Soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu. La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe deux théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte.
Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau. C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces deux planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois. Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu. Voici Neptune. Notre prochain arrêt est Pluton. Ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire pincer très fort. Un jour, avec les technologies de pointe du futur, un voyage de Neptune à Pluton ne sera pas plus long qu'un trajet en métro. Il y a d'énormes montagnes de glace sur Pluton, des vallées qui s'étendent bien au-delà de ce que tes yeux peuvent voir, des cratères de 257 km de large, presque aussi grands que les plus grands sur Terre, et aucune vie.
Les raisons pour cela sont évidentes. L'immense distance qui sépare Pluton du Soleil se traduit par des températures glaciales sur cette planète naine. Cela te garantit aussi un voyage de quelques milliards de kilomètres. De plus, cette planète est plus petite que la Lune. Il y aurait donc très vite pas mal de monde si les gens commençaient à y emménager. Pourtant, il existe une raison qui nous fait penser que la vie là-bas ne serait pas si improbable. Le Soleil a une durée de vie connue et celle-ci se découpe en cycles. Autrefois, notre système solaire n'était qu'un nuage de gaz et de poussière. À la suite d'un effondrement gravitationnel au centre de ce nuage, le gaz et la poussière ont commencé à se rassembler dans des endroits spécifiques et plus denses. Ceux-ci ont ensuite progressivement attiré de plus en plus de matière et le phénomène de conservation de la quantité de mouvement a fait que toute cette masse a commencé à tourner et à se réchauffer. En cause, l'immense pression. Plus tard, un disque semblable aux anneaux de Saturne est apparu, mais il était composé de substances très différentes. Et en son centre, il y avait la boule qui est finalement devenue le Soleil. Une proto-étoile est une jeune étoile qui accumule encore de la masse, et c'est exactement ce qu'était le Soleil avant que les températures et la pression en son sein n'embrasent son noyau. Des millions d'années plus tard, il est devenu ce Soleil que nous voyons tous les jours, mais il ne restera pas éternellement dans cet état. Il se réchauffera encore plus et finira par devenir plus gros et plus dense, se transformant en une géante rouge. Il pourrait un jour devenir assez gros pour engloutir Vénus et Mercure. Il y a de fortes chances pour qu'il avale même la Terre. Même s'il ne dévore pas notre planète, le Soleil pourrait se rapprocher suffisamment pour nous toucher. Si cela arrivait, la vie sur Terre ne serait plus possible. Mais alors, en quelques minutes seulement, le Soleil perdrait environ 40% de sa masse et rétrécirait d'environ 10 fois sa taille. Il ne serait plus aussi brillant ni aussi chaud qu'avant. À ce moment-là, la Terre aura déjà été désertée. Ses habitants partiront peut-être pour un voyage dans l'espace ou iront s'installer sur une autre planète où la vie est possible, comme sur l'exoplanète Kepler 62f, qui, soit dit en passant, est encore plus grande que la Terre. Et pendant ce temps, Pluton sera en train de changer. Avant, toutes les ressources étaient gelées à l'intérieur de la planète naine. De l'eau, des gaz comme le méthane, le monoxyde de carbone, et j'en passe. Mais alors que le Soleil atteindrait son pic de luminosité, Pluton se réchaufferait lentement et abandonnerait une grande partie de sa masse dans la vaste étendue de l'espace. En même temps, une atmosphère se formerait. Si l'atmosphère devenait suffisamment épaisse, elle créerait des conditions favorables à la vie. Alors, au lieu d'aller vivre dans des vaisseaux spatiaux, un petit pourcentage de notre population pourrait aller installer des colonies sur la planète naine. La température y est confortable, un temps pour se balader en t-shirt. Ça ressemble même un tout petit peu à la Terre. Des canyons remplis d'eau, de magnifiques champs à perte de vue avec des arbres, beaucoup d'espace pour courir et des gisements d'eau minérale dans le sol, suffisamment purs pour être bu. Les rotations de Pluton sont différentes de celles de la Terre. Une journée sur Terre dure 24 heures, et on a parfois l'impression qu'elle ne va jamais se terminer. Mais Pluton tourne sur elle-même en 153 heures, soit 6 jours et demi. Après plusieurs heures sans sommeil, nous sommes fatigués et nos yeux deviennent rouges. Cela signifie qu'il nous faudra faire plusieurs siestes tout au long d'une même journée sur Pluton. Une année sur Pluton équivaut à 248 années terrestres. À moins que nous ne trouvions une technologie qui nous permette de vivre aussi longtemps, notre durée de vie totale serait inférieure à une demi-année sur la planète naine. Du coup, les maisons sur Pluton devront peut-être être équipées de chambres cryogéniques. Chaque fois que tu auras envie de rêver longtemps, tu sauteras dedans et tu te réveilleras 50 jours plus tard sur Pluton. Sur la planète naine, il y aura aussi des mers et des plages. Alors ça ressemblera vraiment à une toute petite Terre, bien loin de la vraie Terre. La nourriture sur Pluton pourrait être plus savoureuse. Nous pourrions trouver un moyen d'améliorer la saveur des ingrédients et même d'essayer de les faire pousser plus vite pendant notre voyage. Tu plantes une carotte et 2 jours plus tard, elle est prête à intégrer ta salade. Il pourrait aussi y avoir de nouveaux ingrédients pour nos salades sur Pluton. Peut-être des champignons de 2 mètres de haut, du jamais vu. Les animaux que nous emmènerions avec nous seraient relâchés dans leur nouvel habitat et avec le temps, ils évolueraient et s'adapteraient à leur environnement. La loi de la jungle pourrait aussi changer un peu. Les lions ne seraient peut-être plus rois. Pourquoi pas les cerfs? Avec des bois 2 fois plus grands qu'avant et même avec des corps plus grands et plus forts aussi. La plupart des animaux qui étaient déjà là vivaient sous l'eau, mais avec le temps, les amphibiens auront commencé à se déplacer vers la surface, tout comme sur Terre, au commencement de la vie. Mais Pluton ne pourrait être qu'un foyer temporaire. Une fois que le Soleil aurait atteint sa phase finale, Pluton redeviendrait gelé et la vie disparaîtrait.
Les gens devraient alors essayer de trouver une planète dans la zone boucle d'or d'une autre galaxie. La zone boucle d'or signifie qu'une planète se trouve à la bonne distance d'une étoile semblable au Soleil, avec une température idéale pour que l'eau y reste liquide. C'est ce que les scientifiques recherchent lorsqu'ils sondent l'univers en quête de planètes susceptibles d'accueillir la vie. Nous pourrions essayer de fonder de nouvelles colonies sur une planète de ce type, ou même, pourquoi pas, créer notre propre demeure artificielle, quelque chose entre une planète et un vaisseau spatial, une combinaison des deux. Un engin énorme construit directement dans l'espace, disons une roue avec une gravité égale partout pour ne pas tomber. Elle flotterait dans l'espace vers une nouvelle exoplanète capable d'accueillir des pays entiers. Tout ce voyage simplement parce que le Soleil aurait d'abord trop grandi, puis, ayant atteint le point culminant de son cycle de vie, serait devenu une naine blanche. Ce serait un voyage assez long et des générations entières naîtraient pendant le trajet. Tu aurais le choix, dormir jusqu'à ce que les humains atteignent enfin leur nouvelle exoplanète ou profiter du voyage dans ce fantastique vaisseau spatial. Il y a tout ce dont tu as besoin à bord, des centres commerciaux plus grands que ceux de la Terre, des grandes villes futuristes et même des endroits pour cultiver la terre. Des champs avec un sol riche fabriqués artificiellement. Et enfin, après un long voyage, l'exoplanète. C'est même un peu mieux que sur Terre. La planète est géante et possède encore plus de continents. Le centre des continents n'est pas aussi éloigné des océans, ce qui signifie qu'il n'y a pas autant de zones désertiques. Bien que le soleil de cette planète soit une naine orange, il n'est pas aussi chaud que notre soleil actuel, une naine jaune. Il est un peu plus petit, mais voilà le truc, les naines oranges vivent un peu plus longtemps. Elles restent stables pendant 14 à 45 milliards d'années. Malgré cela, cette nouvelle planète est pleine de forêts tropicales parce qu'il est fait plus chaud. Cela signifie plus de biodiversité et des créatures que nous n'avons jamais vues auparavant. Mais si nous décidons que les conditions sur cette exoplanète ne nous conviennent pas, nous pourrions toujours tenter une terraformation. Par exemple, sur Mars, nous pourrions créer un effet de serre en écrasant des comètes riches en glace pour libérer l'ammoniac qu'elles contiennent, ce qui rendrait la planète plus chaude. Nous pourrions aussi commencer à planter des arbres, nous aurions probablement besoin d'un peu de terre de chez nous pour faire cela. Ou alors, il nous faudrait modifier le sol de Mars pour qu'il soit similaire au nôtre. Tôt ou tard, l'atmosphère finirait par se rapprocher de celle que nous avons sur Terre. Nous serions capables de respirer grâce aux arbres, ensuite nous pourrions faire fondre les calottes polaires de Mars, et voilà de l'eau. Le problème, ce sont les vents et les éruptions solaires qui pourraient vite, même très vite, la dépouiller de cette atmosphère si précieuse. Mars ne possède pas non plus de magnétosphère, ce qui signifie que nous n'y serions pas protégés des radiations. Donc à long terme, cette planète ne serait pas un bon choix. Peut-être que quelque part, dans l'immensité de l'espace, se trouve une planète parfaite qui nous attend.